Eh bien, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Et oui, j'avais oublié de faire l'intro pour couper pour YouTube. Bref, et pour les podcasts aussi. Bienvenue dans cette quotidienne, la première des playoffs. On n'a pas pu faire hier soir parce qu'il y avait des matchs en live et que j'ai un peu galéré. Et d'ailleurs, je ne suis pas arrivé à régler mes problèmes totalement aujourd'hui. C'est pas grave. Donc, on est avec Azad. Comment vas-tu, Azad? Bah écoute, ça va, tranquillement, genre voilà, un petit peu fatigué, un petit peu malade, mais content de faire le live et d'avoir les playoffs qui ont commencé. Mais où es-tu? Où et tout. Où suis-je? Je suis à Boston finalement. C'était pas prévu, mais je suis retourné à Boston hier, avant-hier. Enfin ouais, Ah, voilà, je suis rentré à Boston. juste pour le Euh, match 1, c'est ça? Bah non, j'aurais pas fait l'aller-retour pour un match pour le coup, donc j'espère que ça durera, que ça durera un peu plus longtemps qu'un match, mais potentiellement ça aurait pu être que pour 2 matchs s'ils perdaient 4-0. Mais là, normalement, on est tranquille pour un moment. Je pense En qu'il plus, y j'avais fait aura une blague un peu une nulle. douteuse. Ouais, Hmm. j'avais fait une blague douteuse. Sur la blessure de Tatum. Ouais, et ensuite j'ai vu que Tatum s'est fait Ouais, effectivement. Alors c'était il y a 2-3 jours que j'ai fait la blague, hein, oui, mais ouais, et du coup il s'est fait le poignet. Ça a l'air d'aller, non? ça a l'air d'aller, mais quand il était allongé par terre avec le TD Garden, il faisait plus un bruit. Je veux dire que j'étais un peu inquiet. Je me suis dit, non, je vais ressortir son tweet, je vais lui envoyer par la poste avec les petits messages du corbeau. Mais non, c'est bon. Alors qu'on salue Antoine aussi, qui est par là. Salut Antoine. Et on nous dit que Azad le son est un peu bas. Dites-nous au Ah niveau des ouais, balances, est-ce que tu peux ok. augmenter un peu toi ou pas, Azad ou pas? Ouais. Ouais, pas trop non plus, parce qu'il faut quand même qu'on m'entende moins en fait, hein. C'est quand même Ouais, surtout ça le principal. c'est ça qui est le plus important finalement. Non, non, je veux dire, faut pas augmenter évidemment dans l'autre sens, parce qu'après le montage, en post-prod, c'est un peu nul. Hello Garincha, salut. Bon, comment ça va à part ça, à Boston? Bah écoute, c'est chouette hein, de pouvoir assister à un match de playoff, même si je pense que mon premier tour, ça sera pas. Bah voilà, ça reste le premier tour, entre guillemets, c'est Orlando, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, rien d'exceptionnel. Si, mais je pense que Ça les commence, prochains. ça commence. Voilà. Les prochains tours seront plus intéressants. Donc, ouais, contre, je pense, New York et peut-être Cleveland. Donc, ouais, après, là, ça sera un peu plus stylé. Mais voilà, je suis juste content d'être là. Puis content d'avoir un peu plus le temps que la dernière fois. Parce que la dernière fois, j'y étais allé une dizaine de jours pour 7 matchs. Donc, j'avais pas vraiment eu de temps off pour bosser sur d'autres trucs ou même pour pouvoir juste visiter la ville. Donc là, j'aurai un peu Ouais, la plus barbe, de. t'avais dû assister au choc contre KC, contre Ah là là, ouais. Cleveland. Oh là là, Ah ouais, non! t'as Je suis même pas pu déjà. aller au parc t'asseoir sur un banc, quoi. C'est dur, hein, la vie, quand même, hein. Ah non, je suis déjà insupportable comme mec. Oh, terrible. Bon, bref, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que Hmm. tu vas bien. Tu l'as chopé où, ton rhume? C'est quoi, dans l'avion, tu penses, ou en arrivant? Dans l'avion ou au TD Garden avec leur Ah oui, climatisation à oui, la oui, tu me l'as con. dit. En plus, c'est la maladie de la Coupe du Monde 2022, de la finale. Parce qu'ils ont la France, quoi. La maladie des clims, quoi, grosso modo. Non, c'est vrai. Tu sais qu'on a Comment perdu ça? parce que à cause de ça, Griezmann, il avait ça, Giroud, il avait ça, ils étaient tous. Bref. Ils étaient tous Ok. climatisés? Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, un petit point sur les matchs 1, notamment des playoffs, puisqu'on n'a pas pu faire hier soir. Tiens, d'ailleurs, je me posais la question. Bon, c'est con parce que j'annonce depuis longtemps des quotidiennes à 21h30. Je me demande si parfois je vais pas tenter de les faire un peu plutôt entre midi et 2 où j'ai un peu de temps. Peut-être je serai plus frais. En fait, ça dépend si j'ai un invité ou pas. Mais il est possible que parfois je tente un peu la quotidienne plus tôt. Comme ça, j'ai un peu les trucs en tête. Donc là, le challenge, c'est de parler de. Moi, j'en ai vu 5 des matchs. Il y en a que je suis passé un peu vite, je t'avoue. Alors toi, t'étais dans Ok. l'avion hein, quand il y a eu certains matchs. Donc on va peut-être pas faire un méga point. D'ailleurs, vous avez vu combien de matchs, vous, dans le chat? Dites-nous, est-ce que vous avez réussi à en voir beaucoup? Je sais pas toi. Azad, moi, tous les playoffs, c'est quoi? Ça fait 15 ans maintenant. Bon, non, au début, je regardais pas, je pouvais pas. Mais à chaque début de playoff, je me dis, je vais regarder tous les matchs. J'ai Je vais tout envie. voir. Ouais. Ouais. Et au bout de 3-4 jours, tu dis, non, mais c'est pas possible. Et puis après, Bah, ça ouais. passe. Et puis l'année passe et on revient à début avril. Les playoffs arrivent, tu dis, non, cette année, il faut que j'arrive à tout voir, quoi. Bah, après, il y a toujours des affiches où tu dis, ah ouais, ça peut être intéressant. Puis tu lances Bucks Pacers et t'es là, genre, ouais, pas du tout en fait. Donc je pense que ça dépend quand même pas mal des match-ups, quoi. Mais si j'avais eu le temps, je pense que j'aurais regardé presque tout, sauf Pacers Bucks. Et j'ai pas eu le temps. Le premier tour, c'est du gâchis, nous dit Antoine. Ah, ça dépend des années, hein. Il y a des années, enfin, ça dépend des conférences aussi, hein, pour le Hmm. coup.
Là, c'est vrai qu'à l'Est, est-ce qu'on a des trucs intéressants à l'Est? Ouais, Knicks Boston, c'est pas mal. Moi, je t'avoue que Cavs Miami, alors c'est un peu honteux, j'ai fait 3 heures de preview tactique. J'ai fait 2 minutes sur cette série dans le podcast. J'ai l'impression que c'est un peu trop déséquilibré, quoi, ces trucs comme ça. Enfin bon. Donc, il y a certaines séries, tu te dis, bon. Mais après, il y en a qui sont intéressantes quand même. Tu vois, en général, les 4-5 sont intéressantes. Mais ouais. Alors qu'on nous dit combien? 2 matchs, 3 matchs, 3,5, 4. Ah, Antoine, t'as vu 4 matchs. Mais Antoine, il faut que tu viennes sur la quotidienne. Il faut que tu viennes, Antoine. Ouais, mais Antoine, il a vu 4 matchs du premier tour de quelle année? Parce qu'on précise que c'est 2005. S'il a juste regardé des vieux premiers tours parce qu'il est pas content de cela. Non, mais 8 affiches, quel intérêt? L'intérêt, c'est genre Kevin Garnett qui se blesse. Et donc, t'es censé avoir une série moyenne entre des Bulls jeunes mais pas parfaits et des Celtics qui étaient géniaux mais qui n'ont plus Garnett. Et là, tu te dis, waouh, c'est une série légendaire. Alors qu'en fait, c'est juste une équipe entre deux équipes, une série entre deux équipes qui sont un peu moyennes, quoi. Mais, mais c'était fun, quoi. Franchement, je crois que c'est une des plus belles séries que j'ai jamais vues. Et je l'ai pas vécu en direct à l'époque. Enfin, parce que j'ai suivi la NBA après, un an après. Mais quand j'ai revu les replays, en plus, je me suis mis dedans sans trop savoir la physionomie de la série, quoi, tu vois. Donc enfin, je me souviens, je lançais le truc et au bout d'un moment, je crois qu'il y a un match qui va en double triple prolongation. Ouais. Je crois que c'est le 5, enfin le 6, il va en triple. Mais ça, je savais pas que le 5, il allait aussi en double. Et donc j'étais là, bon allez, je finis le match et puis je me suis couché à 2h du mat, quoi, sur mon replay. Mais c'est quoi ta meilleure série de playoff d'ailleurs, de mémoire? Plus plaisante. Plus plaisante que j'ai préféré regarder. C'est difficile, mais en vrai, 2016, je pense que c'est assez marquant. Les playoffs entiers, ouais. Il y a la série des Clippers contre les Spurs. Si on a un 15, bon ça. souvenir. Ouais. 2015. Ouais. Bah, après 2016, c'est plus global. Ouais. J'avais bien aimé. Après, à l'époque, j'étais plus fan de Boston que genre généraliste entre guillemets. Donc j'ai aussi des super souvenirs de 2017, la série contre les Wizards, alors qu'en réalité, ça doit être juste mauvais. Enfin, je pense qu'avec du recul, je regarderais ça maintenant et j'aurais peut-être moins un petit peu d'extase entre guillemets, mais à l'époque, j'avais bien aimé. Pareil en 2018, j'ai un super souvenir de la série contre les Sixers de Boston qui va en 5, mais qui était pas forcément ouf. Il y a la série en 2018, il y a les séries Pacers Cleveland où j'ai un très bon souvenir aussi. 2018, ouais. c'était un bon, à part les finales entre guillemets, c'était pas mal parce qu'il y a eu, du coup à l'Ouest, c'était la sainte guerre entre les Rockets et les Warriors, mais à l'Est, il y avait eu des trucs pas mal aussi en 2018, j'ai le souvenir. Ouais. Ouais. Moi, je trouve ça un peu moyen. C'était Boston sans Kyrie et Hayward. Contre des Cavs, il y avait que LeBron et 3 bouts de bois. Après, oui, c'est pour le spectacle, ouais, mais j'ai pas trouvé que c'était un grand cul, moi. Un grand cru, pardon. Je fais des lapsus, super. Super les lapsus. Non, parce que je lis en même temps le chat, excusez-moi. Salut la team, salut à toi. Et Antoine qui nous dit Thunder Warriors 2016. Ouais, c'est vrai qu'elle était géniale celle-là. Elle était géniale. Et le Spurs OKC aussi de cette année-là était pas mal. Bref, en fait, le premier week-end, c'est pas mal. Non, il fait mal parce qu'il y a 8 matchs en 2 jours, mais après, c'est plus chill. Ouais, c'est vrai que ça va mieux. Mais là, en prime time, le week-end, ils nous mettent 4 matchs. Heureusement, nous avons du Memphis OKC. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé au moins, Azad, ou pas du tout? Non, en conférence de presse, du coup, j'ai regardé d'un œil, et quand j'ai vu qu'il y avait 30 points d'écart, j'ai pas cherché beaucoup plus loin. Ouais, je comptais la revoir. Oh mince, je suis pas connecté. Oh, mince, comment faire? Oh, Si tu fais click to login, normalement, c'est automatique, je crois. Ouais, mais attends, mais est-ce qu'il s'en souvient ou pas de. Il arrête pas de me déconnecter de partout. Ouais, non, mais moi je comptais la revoir. Je trouve qu'elle va être intéressante, cette série. Enfin, j'espère en tout cas. Mais là, c'est juste une méga roost, quoi. C'est vraiment une méga roost. Je crois qu'en plus, HG met pas non plus tant de points que ça. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu d'ailleurs dans le chat, dites-nous. Mais c'est quoi? Une équipe qui joue à 15% à 3 points. Memphis. Bon, voilà, gros trou d'air, et de l'autre côté, OKC, c'est OKC. Mais tu vois, ça arrive des séries où le premier match, c'est une roost phénoménale, et derrière, il y a une série. Tu vois, on parlait de 2016, le fameux OKC Spurs, c'est une roost énorme des Spurs au match 1. On se dit, waouh, c'est plié. Et en fait, pas du tout. Donc, bon, après, je pense quand même qu'ils vont passer. Bon, je t'avoue que j'ai pas grand chose à dire, moi, pour ce match 1. Pour le coup, tu m'arrêtes, hein, si t'as des trucs à. Moi, c'est les pertes de balles du peu que j'ai vu qui me paraissaient constantes, et j'avais l'impression que Memphis n'arrivait pas
à mettre quoi que ce soit en place en attaque, entre guillemets. Pas seulement dans les tirs, mais plus, ouais, il subissait énormément la pression qu'il pouvait y avoir et le manque de spacing. Et du coup, bah, en transition, je sais pas si tu as les stats sur transition, mais à mon avis, c'est là où le bas blesse, Oula. entre guillemets. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, là, ouais, plus 14, tu vois, donc... Ah oui, c'est incroyable. Ouais. Bon, alors, après, ouais. il faut faire attention parce que c'est les Oui, c'est les centiles des stats, playoffs. ouais, mais bon, Donc pour l'instant, il n'y a que 8 matchs. Donc là, on se dit, waouh, 100, centième centile, mais c'est pas oui, oui. meilleur que 100% des matchs de l'année. C'est pour l'instant que des playoffs. Donc c'est un peu bizarre. Bon, cela dit, là, oula, 58 points sur demi-terrain, même sans les rebonds offensifs, waouh, c'est pas beaucoup. Enfin, 58 par 100 possessions, pardon, excusez-moi. Bon, bref, une rouste, je pense qu'on l'oublie. Mais c'est vrai que quand tu regardes les four factors, là, donc les 4 facteurs stats, ils sont. Memphis n'a pas mis de points. Ils n'ont pas mis leur tir. Ils ont perdu beaucoup de ballons. Ils ont pris un peu de rebonds. Et ils n'ont pas allé sur la ligne des lancers francs. Donc, Voilà. ouais. Merci d'être venu finalement. Le Thunder a mis 2 fois exactement le même shoot au même endroit avec les mêmes joueurs, 2 positions de suite. Ah oui, d'accord. Ok. Eh ben, dis donc c'est quoi le score final, pardon? C'est là, il dit 110 à 63, mais je crois que c'est même pas ça le score final. Parce que ça, Non, ils ont ça, coupé c'est avant le le score à la garbage fin. time. Ouais. Donc, mince, il faut que je m'ouvre un onglet pour avoir le vrai score, peut-être. 131 à 80. Ouais. Bon, après, c'est marrant, parce que tu sais, il y avait le match il y a 3-4 ans, là, qui était la plus grosse rouste de l'histoire de la NBA en saison régulière. Ouais. 2021. Bref. Bon, on va peut-être pas développer. Ok, autre match 1. Qu'est-ce qu'on avait? Miami-Cleveland. Est-ce que certains ont vu ce Cleveland-Miami? Qu'est-ce que vous avez à nous dire dessus? Victoire des Cavs. Je t'avoue, hein, comme je le dis, moi j'ai pas. Ouais. C'est un peu la série que je m'étais, j'avais prévu de mettre de côté pour le coup, C'est parce la que série NBA TV. c'est celle-là ou c'est les Pacers NBA TV d'ailleurs? Ah ouais, bon, après c'est les deux, bon, à mon avis c'est kiff mais alors moi je me faisais la réflexion pendant le match. Du coup, il y a aucun joueur du Heat qui serait titulaire Cavaliers en fait. Waouh. On part sur faire des quotidiennes tactiques et tout, et toi tu nous sors qui est-ce qui Bah est non, titulaire? ouais, non, mais je me suis dit quand même, genre je me suis dit Oh, est-ce je qu'il y te a un charrie, si je te gros charrie, écart que ça? Et je me suis dit en fait oui, finalement même si il y a une belle organisation, une belle approche tactique côté Miami, ils ont juste pas de talent quoi. Et de ce que j'ai compris, ils ont été obligés de blitz sur Ty Jerome, donc voilà. Je les ai pas vus les blitz moi pour le coup. J'ai vu le highlight de Ty Jerome, mais Ok. bonsoir Nathan, on te dit bonsoir. On nous dit aussi Hero s'est fait attaquer encore et encore et encore. Mm. Ouais, c'est assez peu étonnant ça finalement. Mm, Hero s'est fait manger. Ty Jerome le GOAT. Bah oui, en même temps, team 8 juillet représente Ty Jerome. D'ailleurs, qui est pas dans le trophée du MIP. Hein. Je sais pas si t'as vu les finalistes qui ont été annoncés. ouais. Mais il me semble que c'est une question de minutage. Mais bref, c'est marrant parce que cette année, pour le MIP, on a 3 mecs. Aucun n'a vraiment progressé. C'est juste soit ils jouent plus de minutes, soit ils ont une meilleure équipe autour. C'est Aussi, il y rigolo a quand même pour Zubac. le principe du most improve, tu vois. Il y a Zubac quand même qui a progressé. Ouais, ce que je dis, ouais. C'est vraiment le côté. C'est peut-être celui qui a le plus progressé des trois. Non, mais non, il était déjà bon avant. Attends, il y a 2 ans aussi, il fait du 30 minutes. Bon, bref. Ty Jerome Sixman. Wiggins. Ouais, non, mais il y a des mecs qui ont vraiment progressé, tu vois. Ty Jerome, il faisait partie de cela, mais. Ouais. Bon, après, voilà, pas grand chose à dire non plus sur cette série, ça va être intéressant. J'ai vu qu'au début, ça commençait à faire du drop sur Ty Jerome et qu'en fait, il a mis des pull-ups à 3 points de folie. Et bon, bref. Je t'avoue qu'on peut passer assez vite. Je l'ai pas vu celui-là, donc je vais pas non plus parler d'un match que je n'ai pas vu. Mitchell, 45 contre Mitchell aussi. Ouais, c'était marrant ça. Les deux dit Mitchell, l'un contre l'autre, en effet. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon, Garland qui est à 27 points pour Garland, 30 points pour Mitchell. Jarrett Allen, ouais. Tu vois, c'est intéressant aussi de voir le minutage, combien ça joue. Max Strus, c'est à 21 minutes. Donc, on a toujours un peu cette rotation des ailiers, là. Ouais. Ailier, Hunter a joué aussi. Ty Jerome, évidemment, Factor X. Okoro a un peu joué. Mais après, la rotation s'est arrêtée là, j'ai l'impression. Après, c'est un peu de garbage time. Pourquoi bon, Dean Wayne ne joue pas plus? Moi, c'est un grand questionnement. Comment, pardon? Moi, j'aime beaucoup Dean Wade. Bon, après, il est plus adapté parfois à d'autres match-ups, mais je trouve que Dean Wade, c'est quand même un ailier qui peut leur apporter des choses que bah, ni Strus, ni DeAndre Hunter font, quoi, ni Okoro. Donc, je sais pas. J'ai l'impression qu'il est un peu sous-utilisé, mais peut-être juste parce que je l'aime bien. Je sais pas. Que pensez-vous de Davion? Bah, je t'avoue que moi, c'est un peu la bonne surprise. Hein. C'est un mec qui jouait pas parce qu'il était injouable, mais injouable dans le mauvais sens du terme, quoi, en attaque.
Enfin, parce que tu vois, on découvre pas l'aspect défensif star, quoi, pour le coup. Oui. Mais comme on dit souvent, parfois les meilleurs défenseurs d'NBA, c'est même pas forcément les meilleurs défenseurs du monde, c'est juste les meilleurs défenseurs du monde qui sont viables, pardon, en attaque. Ouais. Donc je m'attendais pas à ça. Et surtout, je sais pas si tu te souviens comment est-ce qu'ils l'ont eu. C'est par PJ Tucker, non, je crois. Il récupère PJ Tucker dans un deal en triangle, je sais plus lequel. Bref, enfin ils l'ont eu gratuit, quoi, grosso modo. Davion a pris la place de Rozier, donc il a toute ma sympathie. Ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est vrai, qu'est-ce qu'il fait, Terry Rozier? Il joue pas. Il joue plus du tout, hein. Non. Ouais. Bah, en même temps, c'est marrant parce qu'ils ont quand même réussi à nous assurer que c'était un deal sportif à la base. Hein. Bon, après, c'est toute la Je magie pense que de- ça l'était un peu. Un tout petit peu en mode, il est athlétique, il peut faire un peu d'effort et tout, ça peut cliquer. Bon, après, Non. bon, ça va pas cliquer parce que malheureusement, il prend des tirs, quoi. Taylor Ouais, Hero a pris très cher en défense. Bonsoir Ouais, à tous, pardon. de la part d'un fan de Hit qui va prendre 4-0, 4-1. Ouais, je pense. Malheureusement, je pense que ça va être un peu ça pour le coup. Taylor Rozier, il peut parier sur des matchs ou pas vu qu'il joue? Très bonne question. Je sais pas, il faudra demander à John T. Porter. Le troisième sur 8 que je n'ai pas vu, et après on parlera tactique un peu, c'est Mhm. Milwaukee Indiana. Je n'ai pas vu celui-là, je Allez. t'avoue. Est-ce que tu l'as vu toi ou pas? Mais non, mais alors même si j'avais pu, je l'aurais pas regardé, je pense. C'est vrai? Non. Franchement, non. Non, quand même. Même sans, tu vois, sans Lillard. Oui, alors c'est vrai que sans Lillard, c'est pas très intéressant. Ouais, J'avais compris qu'il était revenu, moi. Il me semblait qu'il Non, était revenu. il est doubtful ou une game time decision pour le game 2, je crois. Donc 117-98 pour Indiana Mhm. dans ce match 1. Effectivement, Lillard n'a pas joué. On a eu Giannis. Ah, bah c'est le fameux Kyle Kuzma, non, qui a fait le 0-0-0-0, c'est ça? Qui a fait du bruit sur Twitter, évidemment. Alors que tu te rends compte, il avait pris un rebond, même un non contesté. On n'aurait pas pu faire la blague. Et personne n'en aurait parlé. Mais, mais ouais, bon après, Kuzma, on n'est pas surpris, quoi, pour le coup. On a eu de bonnes semaines au moment du trade, et là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bref, Ryan Rollins a dû jouer beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Haliburton, 27, non pas 27 points, 27 de plus-minus. 10 points, juste 10 points, pardon. Et 12 passes. Ouais, bon, bref, au niveau stats, qu'est-ce qu'on peut se dire? L'attaque des Bucks qui a pas trop carburé, bon, ça, c'est un peu habituel. Mais un jour, il faudra qu'on fasse le bilan, quand même, hein, de toutes ces années. Je sais pas si Antoine est par là, d'ailleurs. Antoine, quand tu veux. Le bilan des attaques de Giannis depuis 10 ans, quoi, depuis que c'est une méga Ouais. star. Mhm. C'est vrai que les attaques de playoff, c'est pas la folie, quoi. Je sais qu'ils ont gagné Ouais. le titre en 2021, mais bon. Oui, ils ont été aidés, quoi. Mais moi, je trouve qu'il y a une série où ça s'était particulièrement vu, c'était contre Boston en 2022, où en fait, il a un usage de ouf et il met énormément de points par match. Mais en fait, c'est en étant complètement isolé du reste du jeu, quoi. Ouais. Donc, après, est-ce que c'est lié au supporting cast aussi? Mais pour moi, il est pas si mauvais que ça, entre guillemets. Il a jamais eu trop mauvaises équipes autour de lui. C'est juste que c'est un joueur qui a pas vraiment de synergie, je trouve, offensivement, quoi. Bon, après, là, c'est vrai que c'est quand même un peu limité. Mais bon. On verra bien. Tiens, c'est qui a l'avantage du terrain, d'ailleurs? C'est Pacers? Oui, c'est Indiana qui recevait? Ok, très bien, très bien. Bref, on suivra ça. Malheureusement, on peut pas en dire plus aujourd'hui. Quand on verra les matchs, on pourra en parler. De quel match tu veux parler, Azad? Où est-ce qu'on commence? Bah, commençons au premier jour, hein. Moi, je les ai pas trop vus, mais commençons au premier jour, en vrai. Ceux Bon, que on t'as peut se faire vus. Boston, c'est le plus frais, hein, comme tu veux. Bon, non, on le fait dans l'ordre chronologique. C'est quoi le premier? C'est les Clippers Denver? Clippers Denver, ouais. Clippers Denver, donc allons-y. Clippers Denver, victoire de Denver qui fait un comeback de l'espace avec le Westbrook Game, si, s'il en était. C'est quand même, c'est dingue parce qu'il met un tir clutch, il fait des actions Ouais. clutch à la fin. Et après, pendant le match, t'as toujours des trucs où tu dis waouh, pourquoi il joue? Et après, t'as une action après, tu dis ah ouais, ok, cool. Mais bon, bref. Donc, les Clippers qui perdent, malheureusement, je te lance, vas-y, et je compléterai après si tu l'as pas vu en entier. Bah, moi, je l'ai pas vu en entier, mais de ce que j'ai compris, c'était un nouvel exemple de pourquoi Jokic en playoff est aussi, entre guillemets, dévastateur avec sa capacité qu'il a à s'adapter aux couvertures défensives finalement au fur et à mesure d'un match. Et c'est peut-être
pour ça qu'il y a une sorte de comeback, entre guillemets, qui passe enfin, tu vois, ils ont eu plutôt du mal à se mettre en route et qui finissent bien. C'est parce qu'en réalité, il a très vite compris quel coverage ils allaient essayer de faire face à lui défensivement. Et du coup, comment un petit peu passer autour de ça. Donc, tu as l'action qui est pas mal revenue, où du coup, je crois que c'est c'est en double, enfin, c'est dans l'overtime, où il prend directement la position sur Kawhi Leonard plutôt que d'être sur Zubac pour éviter en fait de devoir switcher, enfin pour pouvoir switcher sans justement être en retard et du coup un peu inverser ce que en fait ils avaient essayé de faire du coup du côté des Clippers. C'est après on a vraiment deux équipes qui jouent avec un vrai non-shooter sur le terrain entre guillemets. Chris Dunn d'un côté et du coup on a Russell Westbrook de l'autre, donc on a des vraies décisions un peu agressives, mais du coup c'est intéressant parce que ces deux joueurs qui n'ont pas de shoot ont quand même beaucoup de ballons et peuvent quand même du coup se balader un peu entre les lignes, et du coup au final si tu arrives à te balader entre les lignes de manière intelligente, t'es pas complètement un point mort. Je pense que c'est un bon exemple c'est pas parce que t'es ignoré à 3 points que t'es un point mort, et qu'il y a des moyens en réalité de justement créer du lien un petit peu et pas être complètement sorti du jeu. En fait, je pense que quand t'as un point mort offensif, le meilleur moyen de pas trop pénaliser ton équipe, c'est d'être le plus investi, pas forcément à la création, mais en tout cas être un petit peu dans le milieu du jeu et d'y participer pour qu'en fait tu forces une certaine adaptation et que tu confrontes l'ignorance qui est donnée par l'équipe d'en face, quoi. Donc ouais, c'est un peu ça moi que j'en avais ressorti. Après, comme je t'ai dit, j'ai vu la fin du match en attendant ma valise à l'aéroport et j'ai pas trop eu le temps de me plonger dedans, donc voilà. Je t'avoue que moi, le premier truc qui m'a marqué, c'est le plan de jeu offensif, à quel point ça commence Denver avec Jokic qu'on va essayer de mettre en mouvement en fait. Parce qu'évidemment, le match-up principal, ça va être Zubac. Et donc, plutôt que faire que du post-up, il a beaucoup été bougeant en début de match et même après. Hein. Mais je veux dire, ça n'a pas fait que du post-up. Là, on voit à l'écran, il y a un post-up en fin de premier quart-temps. Et d'ailleurs, à noter, il reste en 1 contre 1. C'est un truc qui est assez. Ça a été assez intéressant. Ils vont le laisser en 1 contre 1 comme ça parce que Zubac est quand même assez grand, assez costaud et donc il peut à peu près tenir. Bon, là, il le met pour le coup, le panier Jokic. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir un pari comme ça, mais parce que t'as quand même une arme assez intéressante avec Zubac où tu peux presque te permettre de tenter le coup, de rester sur 5 contre 1 et de pas tout le temps peut-être faire des prises à 2. Mais non, mais on commence le match avec pas mal de fois où il est dans le périmètre, on lui fait faire des sorties d'écran. Là, tu vois, par exemple, et encore, c'est pas le premier truc que j'ai noté, mais là, il fait un pick and pop, il fait un écran, et pendant que Zubac est en train de couvrir le cut de Brown, c'est lui-même qui fait un pick and pop. Il pop à 3 points, ou des trucs comme ça. Il y a des drives, il y a des pick and dans l'inversé, il y a l'isolation dans le périmètre. Bah tiens, là, je crois qu'on la voit. Isolation dans le périmètre face à Zubac. Il part de 3 points, et il y a ce côté mouvement. Parce que Zubac, sa force, ça va être de pouvoir le stopper un peu au poste bas. Et donc, on le met en mouvement. Donc ça, c'était assez cool. Et après, là, on voit aussi une sortie d'écran. Je le dis, pardon, pour ceux qui ont le visuel. Si vous nous écoutez en podcast, il n'y a pas le visuel, donc je précise. Mais non, le truc qui était aussi, je pense, un peu notable, c'est... bon, j'en ai fait une vidéo, mais c'est à quel point on voit le pick and pop est important dans cette série, mais en fait, il l'est tout le temps. Je me souviens qu'on avait parlé beaucoup sur la série contre les Wolves aussi, de finalement, le pick and pop et le 3 points de Jokic est un peu décisif, notamment contre certains types de couverture défensive, et notamment face à un drop. Donc le drop, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est? C'est Zubac qui est en sortie de l'écran, il va attendre plutôt bas. Est-ce que je peux retrouver des images ou pas d'ailleurs, vite fait. Et grosso modo, normalement, il y a le petit qui traverse l'écran et qui reste sur Jamal Murray, et Zubac qui attend en bas. Mais donc le contre-move, c'est le pick and pop. En l'occurrence, si le pick and pop est dangereux, tu peux pas trop faire ça, quoi. Tu peux pas trop le laisser ouvert. Et donc ce que faisaient les Clippers, c'était un peu un late switch. Donc ils switchaient le petit Chris Dunn. Au bout d'un moment, il a arrêté d'aller sur Jamal Murray. Hop, je restais sur Jokic, sauf que le problème, c'est que ça crée des mismatchs, quoi. Ça crée des mismatchs. Je mets un peu à l'écran, là, hop, si j'arrive à le faire. Mais clairement, il y a cet aspect où, en fait, c'est le principe aussi du joueur, hein, c'est un peu réponse à tout, quoi, pour le coup. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur Zubac qui va attendre bas, Chris Dunn qui essaie de traverser l'écran, mais au bout d'un moment, hop, on appelle le late switch parce qu'il y a le menace de pick and pop, et donc on switch, mais sauf que une fois qu'on a le switch, Jokic va s'installer au poste bas ou au poste haut, enfin 1 contre 1 contre Chris Dunn qui a switché sur lui, et là en plus quand James Harden fait une prise à 2, il vient aider ici, ça kick out, 3 points, voilà. Mais grosso modo, il y a ce truc où le pick and pop était un peu à la base de tout, et cette menace de pick and pop fait que tu peux pas faire un drop classique, quoi. T'es un peu obligé de switcher
pas un switch à la Draymond Green au niveau de l'écran, mais un late switch, quoi. Et sauf que ça crée des mismatchs. Et ce qu'ils ont été obligés de faire sur la fin de match, c'est de s'ajuster et de dire, non, on va pas défendre en 2 contre 2 avec un late switch, mais plutôt, on va faire venir un troisième homme dans l'action. D'ailleurs, là, je le mets un peu à l'écran, on le voit. Et ce troisième homme, qui sait, ça va être Chris Dunn, notamment, mais qui est plus sur Jamal Murray, mais bref, on s'en fiche. En gros, c'est le défenseur qui défendait Westbrook. Et c'est pour ça que parfois il venait depuis complètement l'opposé. Là, c'est pas normal que ça soit Chris Dunn qui vient d'ici, alors qu'on voit Kawhi Leonard est dans les parages, mais c'est pas lui qui vient aider. On a le troisième homme qui vient, et il vient depuis très loin. Et je pense que tu vois, c'était pas une si mauvaise technique que ça, d'apporter ce troisième homme qui vient courir le pick and pop pendant qu'il y en a 2 qui restent sur le ballon. Parce que t'as quand même des non-shooters. Bon, c'est juste entre guillemets, Westbrook a mis un tir, quoi. Ouais, bah là, c'est aussi sur l'action d'avant que tu montes, c'est parce que Jokic, il le trouve sur le cut, et c'est Kawhi sur la défense off-ball qui, du coup, fait pas forcément une bonne lecture. Et t'as un peu ce truc-là au final, ils ont tellement ignoré Westbrook que là, il se retrouve à l'ignorer même quand il est proche du cercle. Et je pense qu'il y a aussi des situations où, en gros, il faut pas non plus totalement être dans l'ignorance et le considérer comme une non-menace. Et il faut quand même faire les rotations sur lui, sur les moments où il va être dans du short roll ou même directement du pick and roll aussi. Donc bon, à voir. Mais c'est sûr que le Chris Dunn qui défend sur Westbrook, ça peut paraître un peu contradictoire parce que tu dis, non, tu mettrais ton plus mauvais défenseur sur le joueur que tu vas ignorer en attaque. Mais en fait, ça permet justement d'avoir Chris Dunn beaucoup plus impliqué défensivement parce que du coup, il est en safety. C'est un petit safety. C'est un safety neo. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est un libéraux peut-être. Un spy. On dit. Un spy. Allez, un spy vendu. Non, mais effectivement, après, Westbrook a mis le shoot, donc on retient ça. Ouais. Mais je pense que ça va être intéressant parce que c'est un peu c'est une question de match-up cette série pour moi. Donc à voir comment est-ce qu'on va faire ça. On a vu qu'en fin de match, là, on a carrément des prises à 2, il n'y a même pas besoin d'écran. Ils faisaient des prises à 2 pour faire lâcher le ballon. Sauf que derrière, ça gérait bien, mais ils ont fait juste assez, je trouve, les Nuggets en attaque. Je crois que Jamal Murray, je vais quand même aller vérifier. 7 sur 20 au niveau du tir, 21 points. C'était pas. Il a mis quelques gros tirs parce que ça reste Jamal Murray et clutch, mais tu vois, il y a aussi cet aspect de quand avec la seconde unité, il est allé cibler du Bogdanovic ou des mecs comme ça, et il y arrivait pas trop, pardon. Donc ouais, c'est un peu. Il y a le comeback, c'est clair, et il est bien. Westbrook d'ailleurs fait 35 minutes. Minutes inégales, on va dire, mais il y a quand même un apport qui est à n'en pas douter là sur la fin de match, notamment. Il y a des rebonds offensifs, il y a des cuts, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Oui, non, je parle depuis des mois de ce côté, la défense, elle est pas bonne, la défense de Denver par rapport à les rotations off-ball. Là, on a vu plein de clips passer de regardez, Westbrook, il communique en défense, même Jamal Murray, etc. Des bonnes séquences. Et j'ai envie de dire, du coup, voilà, quand ça défend bien comme ils sont censés le faire off-ball, on retrouve une bonne défense, quoi, pour le coup. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de secrets. Et on peut faire la transition vers l'autre côté du terrain aussi. Mais tu vois, milieu de troisième quart-temps, où je crois, j'ai marqué sur ma feuille, mais pourquoi est-ce qu'il respecte à ce point Dunn, quoi. Il faut lui manquer de respect encore plus, quoi, en termes de positionnement, etc. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait ensuite. C'est exactement ce qu'ils ont fait ensuite avec des fois où justement Jamal Murray doit gérer un peu 2 shooters côté faible. Plutôt que rester entre les deux, tu coulisses dans le corner sur le bon shooter et tu laisses Chris Dunn totalement ouvert. Donc je trouve que l'accent a été mis comme ça en fin de match sur ce côté. Bon, on a Chris Dunn, il nous offre Chris Dunn, on va essayer quand même d'en tirer profit plus que ça a été le cas sur le début de match. Donc ça c'était aussi assez cool. Et puis j'essaie de vous lire en même temps aussi, ou je te laisse parler aussi si tu veux. Pardon, je t'ai pas donné la parole. Bon, si, en vrai, non, moi j'ai eu des trucs à dire que j'avais à dire, non, ça me va très bien, mais du coup, à la limite, je suis plus intéressé maintenant de voir les séquences défensives de Denver, parce que du coup, j'ai vu comment Jokic avait, entre guillemets, réagi plutôt sur les fins de match et comment ils étaient un peu dépatouillés de tout ça, mais du coup, j'ai pas le début de match, donc à la limite, je suis assez curieux de voir ça, du coup. Ouais. Après, c'est vrai que de l'autre côté, le début de match, la question c'était un peu comment est-ce qu'on va défendre, notamment le pick and roll. Bon, au-delà de Zubac, c'est comment est-ce qu'on va faire pour défendre ce pick and roll, quel type de couverture. J'en ai parlé un peu en preview, et moi je me dis à quel point est-ce qu'ils vont pas tester de faire un peu du drop par rapport à James Harden, tu vois, qui était, on sait qu'il y a plus le même jus qu'avant, etc. Bon, en l'occurrence, j'avais pas tenu en compte un critère, c'est le James Harden du début de série, depuis 3 ans. Il fait toujours. C'est quoi, c'est à Boston, non? Il y a 2 ans, il avait fait un énorme match 1, je crois. 40 points tout seul sans Embiid. Ouais, 40 points au TD Garden et tout, c'est une folie. Oui.
Mais non, ouais, donc il y avait cette question de comment est-ce qu'ils vont défendre ce pick and roll avec Harden finalement. Et en fait, oui, on a commencé en edge, donc on a vraiment commencé en Jokic monte au niveau de l'écran et donc on crée ce fameux 2 contre 1. Vous le voyez un peu à l'image là si vous voulez. Et on a besoin d'avoir un troisième, donc là c'est Christian Brown qui vient en deuxième rideau pour aider. Sauf que le problème c'est une fois que tu concèdes ce décalage, c'est un peu compliqué de toujours arriver à compenser. Et donc, on a eu de magnifiques séquences. Alors, soit, voilà, la Kawhi Leonard, Kawhi Leonard qui prend, il n'y a pas de décalage, il prend la balle, il va scorer tout seul. Non, mais des séquences de short roll, Harden libère par rapport aux 2 contre 1 et Zubac fait la bonne lecture. Ensuite, Chris Dunn qui cut au panier pendant ce temps, etc. Enfin, il y avait ce côté où finalement le edge marchait pas trop et le pick and roll fonctionnait bien, le pick and roll des Clippers, parce que Harden était très bon pour aller outre ce 2 contre 1 qu'on essayait de créer et que les Clippers aussi sont très bons. Toi, tu le sais. Tu en as parlé toute la saison de ce côté Zubac en mouvement, il fait la passe, etc. Donc voilà, au début de match, ça battait pas mal de fois ce edge. Je sais pas pourquoi mon logiciel bug, excusez-moi. Mais bref. Et donc on a testé, et à un moment, ils ont testé, ils se sont dit, bon, on va peut-être passer en drop, hein, on va tester. Est-ce que, à tout hasard, on ferait pas un drop et, bon, j'arrive pas à les retrouver, mais grosso modo, Harden a enchaîné 2 fois un drive pour aller jusqu'au panier. Et donc on s'est dit, bon, on va peut-être arrêter le drop pour l'instant face à Harden. Mais tu vois, je pense que ça pourrait revenir pour le coup. Je pense que ça pourrait revenir. C'est juste que là, sur 2 possessions d'affilée, il a réussi à, vu que Jokic restait bas en drop, il a attaqué, il est allé au panier et ça a marché, quoi. Mais voilà, il y a eu ça qui a marché. Et pourquoi en fait ensuite ça n'a plus trop marché? Déjà j'en ai parlé, mais en fin de deuxième mi-temps, on a un côté où Chris Dunn notamment a été moins respecté, etc., etc. Mais il y a aussi le fait que on a changé au niveau des match-ups. Et ça, dès la fin de la deuxième mi-temps, est-ce que je vais arriver à le trouver? Voilà, là on le voit ici. C'est qu'en fait Jokic a été placé sur Chris Dunn. Et donc en fait c'est un peu le jeu du choisis ton poison. Si tu es les Clippers, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais un écran avec Zubac qui est le meilleur poseur d'écran, le meilleur finisseur sur roll? D'accord, mais Zubac va être défendu par Aaron Gordon, donc a priori ça peut switcher, et donc t'as pas de décalage, donc t'as pas ce roll, t'as pas tout ça. Ou alors, soit tu choisis d'avoir le meilleur partenaire de pick and roll, pardon, soit tu choisis de cibler Jokic, mais avec un moins bon partenaire. Ouais. Avec Chris Dunn, exactement. Et donc là, en l'occurrence, tu peux un peu plus. En tout cas, ils ont testé de faire un peu plus des edge parce qu'il n'y a pas le même passing derrière et il n'y a pas la même menace de scoring non plus. Là, vous voyez qu'en plus, le terrain est très très bien quadrillé. Ligne de fond, on a Westbrook qui est prêt, qui est déjà dans la raquette, qui attend au cas où il y a un roll. Hop, le logiciel bug un peu, excusez-moi. Mais ouais, donc au final, il y a ce changement de match-up qui a été, je trouve, bénéfique parce que ça a un peu réussi à stopper le côté pick and roll des Clippers en fait. Ouais, et il y a un peu l'aspect aussi que, en réalité, Aaron Gordon, c'est pour ça qu'il est aussi important défensivement, parce qu'il permet en fait d'avoir cette flexibilité-là aussi un peu sur les match-ups, quoi. Ouais. Et c'est vrai que, vu que quand leur défense est mauvaise, on oublie un peu parler d'Aaron Gordon. Mais c'est vrai que c'est lui qui lui permet, enfin, c'est lui qui permet à Denver d'avoir aussi un peu cette flexibilité. Parce que quand tu regardes l'équipe des Clippers, Aaron Gordon, il peut faire, entre guillemets, il peut ne pas être un mismatch contre énormément de joueurs. Je pense, par contre, peut-être Zubac, et encore, je pense que c'est celui qui peut peut-être le plus le gêner. Donc c'est là où c'est intéressant de pouvoir un petit peu faire un petit peu des switches. Et après, au niveau des isolations, je pense que les Clippers vont continuer à chercher à en jouer beaucoup. Et le manque de spacing, parfois, comme on peut voir ici, où en réalité, même Murray, par exemple, il est pas hyper loin dans le côté faible. T'as Jokic dans la raquette. Donc, leur isolation, le manque de spacing qu'il va y avoir du côté des Clippers avec Chris Dunn sur le terrain, ça va peut-être un petit peu rendre les isolations plus compliquées pour les Clippers. Et il va falloir qu'ils arrivent un petit peu mieux à gérer la géométrie du terrain. Là, il y avait une action que tu étais en train de montrer où justement, du coup, Kawhi passe de la gauche à la droite du terrain pour pouvoir libérer la main gauche de James Harden. Mais du coup, tu as un autre joueur qui vient monter sur sa droite pour pouvoir le gêner. Et ça, c'est tout le travail que doit arriver à faire Tyronn Lue, en sachant que du coup, là, ce qui s'est passé, c'est Chris Dunn qui s'est retrouvé tout seul à 3 points, Ouais. bien loin de tout le monde. Donc, comment quadriller le terrain pour que ces deux stars-là arrivent quand même à pouvoir utiliser l'isolation, là où ils sont très efficaces, entre guillemets. Ça va être un beau défi parce que du coup, il faut que Chris Dunn soit en mouvement, soit bien placé. Exactement. Et là en effet, on voit ça, on voit le côté
Aaron Gordon est côté faible, il doit gérer deux shooters parce que le lead s'est décalé vers le côté Harden. Et là, on voit qu'il n'hésite même pas. Là, il y va pas. Il dit vas-y, prends le 3 points. Je reste sur le shooter dans le corner Kawhi, mais vas-y, Chris Dunn, quoi. Je te laisse totalement à 3 points. Donc il y a ce côté pas respecter un non-shooter, ce qui a pas mal aidé. Mais il y a aussi ça. Hein, ils ont très bien fait. Regardez Jamal Murray, qu'est-ce qu'il fait au moment où il y a l'isolation, au début. Hop, qu'est-ce que je fais je me mets normalement. Non, hop, je viens fermer la main gauche. Vraiment le côté. Weak, ils appellent ça, donc orienté main faible en l'occurrence, donc main droite pour James Harden. Ça, ils l'ont fait tout le match, hein, Denver, ils l'ont plutôt bien fait. Mais voilà, plein de petits éléments comme ça. On a vu j'ai montré des images aussi, la début de troisième quart-temps où on a réessayé un peu Jokic sur Zubac, Jokic qui fait un peu de drop, mais ça marche pas parce que Harden va au panier face à un drop. Mais on a essayé de la zone aussi, où parfois on essayait de cacher Jokic sur une zone dans un coin, dans un corner, mais sauf que qu'est-ce qu'ils faisaient les Clippers en sortie de temps mort, ils mettaient Kawhi dans ce corner-là, et ils le faisaient attaquer en drive, quoi, un contre un de facto. Donc ouais, je pense que je ne sais plus où j'allais. Oui, non. Et sur la fin de match, on a retrouvé Jokic sur Chris Dunn, et là c'était un peu de nouveau le choisis ton poison. Comment est-ce qu'on attaque parce que c'était pas idéal. Mais je pense que bon, pour revenir un peu côté individualité, je pense qu'on n'a pas eu non plus un grand Kawhi Leonard pour le coup. Et puis, tu vois, on parle de ça, mais ça se joue en prolongation à 2 points, quoi. Je veux dire, à quel point est-ce qu'on n'aura pas aujourd'hui une lecture et une vision beaucoup plus positive. On insisterait sur ce qu'ils ont fait de bien s'ils avaient gagné, quoi, aussi. Ça se joue qu'à 2 points, quoi. Donc ouais. Mais non, Norman Powell a pas fait un grand match, hein, Powell, pour le coup. Et c'est un peu dommage parce que Powell et Bogdanovic, c'est peut-être aussi 2 mecs qui peuvent arriver à faire monter Jokic sur les edges, sur les sorties d'écran, parce qu'ils ont une menace de shoot, et ils n'ont pas trop été bons. Je crois que Kawhi, comme je le dis aussi, pas non plus un grand match, un bon match, mais pas non plus un grand match. Mais ouais, voilà. J'essaie de vous lire en même temps, c'est un peu compliqué de tout faire. Tu me dis si tu vois des messages que tu as envie de lire, tu me dis. Le MIP, ouais, non, James Harden s'est fait voler un MIP, je crois, non 2013. C'est Paul George, je crois, le MIP cette année-là. C'était un peu bizarre, mais bon. Attends, quand Harden arrive à Houston, il a pas le MIP? Ouais, c'est exactement. Ça, en gros? Ah ouais, exactement. oui, c'est en effet, c'est un peu. Et je crois que c'est Paul George qui l'a cette année-là. C'est un peu cracra. Ok. Selon Guillaume, Harden a 6 MVP et 3 MIP. Ouais. Les turnovers Kawhi, oui, exactement, 7 turnovers, tout à fait. C'était aussi un aspect. Mais tu vois, en fin de match, ça faisait aussi des switch and double. Donc je switch. Kawhi se dit, bah tiens, j'ai une isolation. En fait, non, prise de 2 qui se déclenche. Donc ouais, je pense qu'il y a des trucs quand même à revoir. Pour le coup, mais comme dit, c'est pas non plus le scandale du siècle, quoi. C'est une série qui est quand même très serrée. Les fois où Zubac a essayé de tenir en un contre un le post-up de Jokic, c'est allé plutôt pas mal. Bon, après, toujours ce côté où. Je sais pas, moi j'ai toujours un peu mes doutes sur Denver par rapport à ce spacing, quoi, tu vois, parce qu'on retient le tir de Westbrook, mais on en a vu 3 ou 4 où il était abandonné à 3 points et que ça a marché, quoi, d'un point de vue stratégie, ça marchait. Mais bon, Ben Simmons et Batum aussi qui sont sortis du banc pour être les backup 5, donc on n'a pas eu encore pour l'instant de, comment il s'appelle, Drew Banks, de grosse viande, on va dire. On est plutôt en mode small ball, mais voilà. Quelque chose à dire, à rajouter sur ce match, tu me dis? Non, c'est bon, on a fait le tour. Je vais essayer de regarder ce soir, mais Le match 2, tu veux dire? ouais, là pour le coup, mais 10h, c'est pratique comme horaire finalement, si je suis pas trop fatigué. Ouais, c'est vrai que là-bas, t'as un peu la chance d'être Ouais, non, ça pour le horaire coup, américain. je suis quand même bien content d'être là pour pouvoir suivre des trucs en direct, c'est pas mal. C'est pratique. Donc voilà, victoire de Denver. Tiens, mais si on peut se faire Boston, peut-être. On se fait Boston. Comme ça, tu peux parler un peu. Boston, victoire. Le score exact. Il est où? Il est là. Boston, 103-86. Donc 20 points d'écart quasiment pour les Celtics. Mais le match a été quand même très disputé jusqu'à la mi-temps. Et après, ça s'est un peu envolé en début de deuxième mi-temps. Mais première mi-temps, c'était pas mal, quoi. Première mi-temps, c'était pas mal. Bah, en réalité, ils se sont fait avoir Boston sur un petit peu les rebonds. Il y a pas mal de rebonds offensifs qu'ils n'ont pas réussi à protéger. Et du coup, Orlando s'est un peu nourri de ça. Donc, sur la première partie, je crois que sur la première mi-temps, il y a 10 rebonds offensifs pour 25 tirs ratés. Et sur la deuxième mi-temps, il y en a 3 pour 23, un truc comme ça. Donc, ils ont vraiment un peu plus verrouillé le rebond. Et en fait, c'est le plus important à faire quand tu tombes contre une équipe qui ne sait pas mettre un panier, c'est d'arriver à mettre fin à leur séquence offensive en n'encaissant pas justement ces paniers.
Après, du côté d'Orlando, en réalité, c'est une équipe qui a que 2 joueurs qui ont le ballon, entre guillemets. Et je crois qu'ils prennent 51 tirs sur 80, les deux loupards, là. Ouais. Donc, il y a un truc vraiment, ils sont dans la recherche constante d'aller chercher un mismatch. Du coup, à Boston, il n'y en a pas vraiment. Du coup, ils se sont dit qu'ils allaient aller chercher Jrue Holiday. Ça a plus ou moins bien marché. Ils sont allés un peu essayer de faire sortir Porzingis aussi. C'est vraiment, c'est pile poil la bonne action. Mais du coup, ils sont allés essayer de faire un peu chercher, de faire sortir Porzingis aussi. Ça a un petit peu marché, mais Boston ont réussi à quand même bien quadriller le terrain aussi défensivement. Et en fait, là où j'ai trouvé que la performance de Boston défensivement, elle était forte, surtout en deuxième mi-temps, c'est qu'ils ont réussi à pas faire de fautes quand ils ont défendu Banchero et Wagner, alors que c'est un peu ça qui font leur force, entre guillemets leur force. Pas qu'ils soient forts en attaque, Orlando, mais le seul truc qu'ils font bien, c'est de provoquer des lancers francs. Et ça, Boston leur a retiré en fait complètement sur la deuxième mi-temps, en plus des rebonds offensifs, parce que très bonne discipline, des bonnes aides, ils sont restés vraiment verticaux en défense. Et du coup, une fois que ça s'était mis en place, c'était un peu plus voué à l'exploit entre guillemets du côté d'Orlando pour arriver à marquer des paniers. Et de l'autre côté, l'attaque de Boston a mieux fonctionné. Du coup, il y a eu moins d'opportunités aussi, du côté d'Orlando. Boston qui aussi défensivement a un peu changé son approche d'habitude qui est très conservatrice, disons. Et là, ils ont beaucoup plus envoyé White et Jrue Holiday mettre de la pression très haut sur les porteurs. Donc en fait, Ouais. c'est là aussi où tu vois que tu peux identifier entre guillemets des faiblesses dans les équipes et adapter ton plan de jeu. Et là où Boston attaque très peu les porteurs de balles et veut très peu entre guillemets boucher les lignes de passe avec des bras entre guillemets, ils l'ont beaucoup plus fait et du coup ça a créé de la transition et ils ont marqué je crois genre 2,17 points par possession sur les transitions après l'interception et donc voilà il y a une vraie ouais du coup j'avais le bon chiffre. Non, j'avais pas le bon chiffre. Ah non, 2,37. 37, Ouais. 2,37. Mais du coup, Mais ouais, d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'ils s'échappent deuxième ouais, mi-temps. exactement. C'est la transition parce Exactement. qu'ils faisaient des stops, ils faisaient des points faciles. Alors qu'Orlando. Mais tu vois, j'étais agréablement surpris moi, par la première mi-temps d'Orlando. Alors, j'ai pas regardé à l'époque, ce matin. Enfin, j'ai pas regardé au moment du match, à la mi-temps, si Boston était en sous-chauffe à 3 points ou quoi que ce soit. Mais non, mais au final, c'est quand même deux équipes qui avaient un plan de jeu très similaire, quoi. Deux équipes qui devaient faire face à un Ouais. switch all de l'adversaire. Et franchement, c'était pas si mal que ça quand même Orlando, je trouve. Ça aller chercher les petits mismatchs et Derek White tous les Jrue Holiday, alors que paradoxalement, le move de la mi-temps, c'est de dire on met Jrue Holiday sur Banchero, Ouais, alors ouais. qu'en première mi-temps, c'est Banchero Il, qui avait il chassé adore faire Jrue ça. Il Holiday. adore faire ça, ouais. Ouais, alors après, j'ai vu aussi des stats sortir. Oui, alors contre Holiday, il était à 0 sur 4, alors Oh, ils contre sont les autres, il était à je sais pas chiants. combien. Oh, mais Alors que ils ça sont, raconte pas tout, parce qu'il y a quand même un côté où parfois, ils je sais sont pas si je peux arriver à le aberrants, trouver ouais. vite fait, mais t'as des fois où t'as Holiday qui est sur Banchero et il prend pas le tir, et donc il y a zéro tir mis, zéro tir pris, mais aussi parce qu'il y a un décalage, il y a une prise de deux qui est faite sur Banchero, enfin bref. Donc les stats de match-up direct, faut pas trop regarder en général. Mais non, ce que j'ai bien aimé, pour le coup, c'est qu'il y a un aspect où on en a parlé toute la saison, mais Joe Mazzulla aime bien utiliser ses bigs, ses deux protecteurs de panier un peu en safety, en roamer. Mm. Donc en l'occurrence, Cornet et Porzingis. Et en Ouais. fait, surtout, c'est un côté où ils sont surtout cool en utilisant leur taille et leur longueur, un peu en off-ball, quoi, en deuxième rideau, en deuxième homme, en protection de panier. Et c'est pas non plus, ils sont pas géniaux dans le périmètre, ils sont pas géniaux en drop, enfin pas à la Gobert ou des trucs comme ça. Et tu vois, je trouve que ce que Orlando a très bien fait, c'est beaucoup, mais vraiment beaucoup de pick and roll 4-5 avec Banchero et Ouais. Isaac, ou alors Banchero et Carter Junior, pour en fait impliquer sur le ballon Porzingis ou Cornet. C'était l'un ou l'autre. Et un aspect où en fait, ouais, vu que eux préfèrent rester loin du ballon, je crois qu'on va en voir une là, voilà, entre Banchero et Isaac, un peu improvisé, mais c'était le plan de jeu. C'était un côté Cornet, il faut l'impliquer sur le ballon, il faut que ce soit sur le ballon et donc aussi dans le périmètre, tant qu'à faire. Mais il faut pas qu'il soit en aide, en bonus sous le panier, quoi. Et donc on a fait beaucoup de ces piquets dans le 4-5 là que vous voyez entre le poste 4 et le poste 5, 45 pardon. Pour ça que je dis 4-5 depuis tout à l'heure. Et en plus, Banchero était pas mal pour le coup. Alors mince, là je vois, je mets une position où il met pas le tir. Mais non, franchement, ça a été pas mal ça. Ce côté un peu aller cibler ce truc défensif qu'aiment bien faire les Boston en fait. Bah, en vrai, c'est marrant parce que du coup, il y avait un peu une approche similaire et j'ai trouvé que là où il y avait la différence entre les deux,
c'était le reste, c'était les choses qui allaient autour de l'écran. Parce que du coup, l'approche au niveau de l'écran, entre guillemets, c'est un peu la même. Mais là où ils ont pas réussi à faire la même chose, c'est en vrai la qualité des tirs qu'ils ont générés. Parce que du coup, bah, Banchero, déjà, c'est beaucoup de mi-distance, voire de longue mi-distance ou des post-up Ouais. compliqués. Boston, ils ont réussi parfois à aller un peu plus au drive. Et on a retrouvé aussi, Boston qui met Jrue Holiday dans le dunker spot. Du coup, c'est Corey Joseph qui est en protection de cercle. Et en même temps, ils font du coup l'écran en haut du panier, enfin en haut du terrain, pour inverser Wendell Carter Jr. et Franz Wagner sur Tatum. Et à partir de là, bah du coup, c'est plus difficile de mettre la pression sur le porteur de balle. Du coup, tu as des joueurs qui viennent en aide depuis soit la baseline, soit les corners. Et en réalité, ensuite, tu peux un peu plus en profiter. Donc c'est vrai que il y a l'idée entre guillemets est un peu la même et c'est là où tu vois en vrai la vraie différence de talent qu'il y a des deux côtés pour arriver un petit peu à en fait faire une vraie cassure dans la défense. Après tu vois défensivement Orlando, j'ai pas trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de zones. Je les attendais plus quand même sur de la zone un petit peu. En zone, pourquoi? Bah parce qu'ils en font pas mal en vrai. Et ils font pas mal de mix où ils passent d'une zone à une individuelle pour un petit peu punir soit les match-ups, soit certains joueurs sur le terrain. Et j'en ai pas du tout trouvé, alors que je m'attendais à avoir parfois un peu plus de défense en zone, tout simplement. Et j'en ai pas trouvé. Et en fait, il y a beaucoup de fois, bah là, tu vois, tu as un exemple où c'est Corey Joseph qui se retrouve en low main parce qu'il y a Ouais. Pritchard dans l'autre côté du terrain après un pick and roll sur un côté vide. Ça, c'est le classique Boston, hein. C'est Ouais. un empty action ici, donc Derrick White et Al Horford par exemple, mais on s'en fiche, mais ça peut être n'importe qui sur une aile. Et sur l'autre aile, effectivement, on met le petit dans le corner, comme ça, le défenseur du petit, bah, c'est aussi un petit. Donc l'aide va être petite, donc moins efficace. Et surtout, on a aussi Porzingis qui est dans le five slot, comme on dit, donc dans le slot, dans l'aile, pour en fait, voilà, le grand qui éloigne le grand adverse. C'est un peu l'idée. Ça, combien de fois est-ce qu'ils l'ont fait, ce système en finale NBA, en playoff, en Mm. finale de conf, etc. C'est le grand classique, hein, pour le coup. Il n'y a pas un match où on en a parlé, ils ont fait ça 14 000 fois là, cette saison, je me souviens Les plus. Lakers. Ah, c'est ça, ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est les Lakers, ouais. Effectivement. Mais là, pareil, hein, vous voyez, c'est littéralement la position d'après. Qu'est-ce qui se passe? Empty action de l'autre côté, donc un jeu sur tout le quart de terrain, et c'est la même chose. C'est Derek White qui est dans l'autre corner, et c'est Porzingis qui est sur l'aile. Voilà, c'est vraiment le grand classique de on quadrille le terrain, et je crois que ça se finit avec une extra passe et un 3 points pour Derek White, voilà. À 3 points dans le corner, donc bingo, pardon, on arrive à générer ça. Mm. Et oui, par rapport à Orlando et la zone, juste pour dire au niveau des rotations aussi, hein, Carter Jr., switch all. Et c'est Mm. Isaac qui est sorti du banc ce match-là. Ouais. Et c'est pas du tout Goga Bitadze. Moi, je soupçonne que le plan, c'est un peu de se dire on va rester en switch all tout le temps. Parce que Mm. c'est peut-être dans cette configuration qu'on peut arriver à avoir parfois Boston les faire tomber dans des travers ou Ouais, les ouais, je attirer vois sur ce du que 1 tu veux contre dire. 1. Ouais. Alors que si tu mets Goga en drop ou même en edge, ça peut un peu Mm. déverrouiller le pick and roll Tatum Porzingis. Donc Ouais. il y a peut-être ce choix qui est fait, quoi, au final. Ouais, il y a peut-être ce choix-là. Après, moi, je me posais la question de est-ce qu'ils allaient jouer avec deux intérieurs aussi un petit peu du côté du Magic. Ils l'ont pas fait. Je Ouais. me dis qu'ils ont, quitte à pas avoir de spacing, ils ont la capacité de jouer très grand quand même. Et ça pourrait potentiellement gêner Boston, rien qu'en termes, du coup, de prendre un petit peu plus l'avantage au rebond et de voir comment tu peux courir peut-être un peu plus d'espace en faisant pas de l'individuel, mais de la zone avec beaucoup de longueur. Tu vois, mais du coup, après, t'as le problème offensif. Mais tu vois, je pensais à un 5 Bitadze, Carter Jr., Wagner, Banchero, Anthony Black. Bon, bah, c'est sûr qu'offensivement, tu vas pas développer énormément de jeux, mais tu as énormément de longueur et de taille pour arriver potentiellement à changer un petit peu l'approche offensive de Boston, qui en réalité hier arrive à gagner alors que Porzingis il a 1 sur 8 je crois, que Brown il joue toujours blessé et que Tatum n'a pas rentré beaucoup de tirs non plus. Donc ouais, la marge aussi de Boston elle est assez large, mais d'un autre côté t'as ouais, Pritchard il fait un super match. En vrai Pritchard, la première mi-temps incompréhensible, il joue que 6 minutes alors que c'est mes meilleures 6 minutes de Boston sur le terrain, et il fait une très grosse deuxième mi-temps et Boston joue beaucoup mieux avec lui sur le terrain parce que il apporte pas mal justement de chaos un petit peu et de jus en attaque. Donc ouais, ça a fait du bien d'avoir Pritchard pour le coup, qui a été ciblé défensivement. Mais en fait, il y a un tel manque de spacing à Orlando que quand il était visé, en fait, tu pouvais quand même arriver à le protéger sans doubler, mais juste en positionnant bien les joueurs dans la peinture ou sur les aides. Ouais, effectivement,
Moi, je suis un peu resté sur ma faim là-dessus. Ils n'arrivent pas totalement à punir ça, quoi. À punir un Ouais, peu Pritchard. D'ailleurs, il y en a un autre qui était très bon, c'est Sam Hauser, ouais. qui a été excellent défensivement, lui pour le coup. Mais bref, je sais plus ce que je voulais dire. Mais non, non, après, le truc, c'est on voit aussi, tu vois, Porzingis qui a 1 sur 8. En fait, on s'en fiche parce que, enfin, C'est le ces tirs ne spacing qui est racontent rien, important. quoi. Oui, 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 bah Il y a oui. sa menace de rester sur le terrain. Là, j'ai mis des highlights. On voit que même en transition, les mecs qui sont. Qu'est-ce qui se passe? Tatum remonte la balle en transition. On a Alorford qui est sur l'aile. On a Sam Hauser dans le corner. C'est toujours la même configuration, hein, pour le coup. Et pareil, tout à l'heure, je suis tombé un peu par hasard là, sur les extraits que j'ai découpés. Toujours pareil, empty action, le big qui est dans l'aile, un petit dans le corner. Il y a toujours cette configuration. Mais bref. Non, tu vois, Corey Joseph a été bon défensivement en plus, hein, pour le coup. Je trouve Mieux sur ce que Cole match-là. Anthony. Cole Anthony a eu beaucoup de mal, Ouais. mais Corey Joseph, ça allait mieux. En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement pas de marge, quoi. Orlando n'a pas de marge. Mais après, c'est normal. On parle d'une équipe Ouais. c'est quoi? C'est 2-7 la série? Un truc comme ça. 2-7, Mais, 2-7, ouais. mais ouais. Non, après, ce que j'ai aussi beaucoup bien aimé, pour le coup, c'est que Boston n'est pas resté que sur ce côté. On a des switches à punir. Allons chercher le switch et ensuite on l'attaque. Et je trouvais que Orlando était vachement là-dessus. Mais Boston était aussi parfois dans du 2-3. Comment dire? Essayer de trouver des trucs au-delà du switch. Là, par exemple, c'est un truc tout bête, hein, mais on a un pick and roll entre Tatum et Cornet, ok. Donc 2 contre 2, il y a un troisième homme qui il va pas venir faire la rotation, juste il dézone un tout petit peu. Je crois que c'est Caleb Houston là, qui dézone un tout Mm. petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? Passe rapide à Derrick White, qui est à 3 points, à une passe près, et badaboum. Voilà. Et ce genre de petits exemples comme ça, où je crois qu'il y a un exemple aussi de... T'as le euh, premier panier du quatrième carton, c'est un truc comme ça avec un flare screen de Tatum pour Ouais, un Tatum, il n'y a tir de pas un deux. moment où Tatum il curle au panier aussi, comme ça, où on se dit que c'est un écran pour finalement créer un switch. Et en fait, non, il va curler au panier directement. Enfin, plein de petites actions comme ça. Pareil, un écran qui se passe côté faible ou côté fort, je sais plus, juste pour libérer quelqu'un. Et en fait, non, on donne la balle au poseur d'écran qui pop à 3 points. Ou voilà, tu vois, il n'y a pas qu'un côté, ah tiens, switch, obtenons le switch, et ensuite on va l'attaquer. Il y a aussi ce genre de petites actions un peu plus dans le flow, j'ai trouvé, qui permettait d'avoir des points un peu faciles, quoi, pour le coup. Donc ouais, mais là-dessus, bon. Ah ben voilà, j'ai trouvé, c'est ici. Donc on a alors Ford Calabal tout en haut du Ouais, terrain, Ah oui, non, c'était une autre que j'avais en tête, mais oui, oui, c'est ça. un écran, on dirait que c'est un écran ici de Tatum pour Derek White qui va au panier. En fait, non, il refuse l'écran, il pop à 3 points, et voilà. Et ça c'est un tir de grande qualité. C'est un catch and shoot en rythme, ouvert, qui prend, il dégaine, il le met. D'ailleurs, il fait un gros match, hein, je crois, Derek White. Ouais, Mais on n'est pas dans le côté isostatique, quoi, tu vois. On n'est pas dans et là, ce travers-là. Il y a plein de petites actions comme ça où, juste, mais c'est très simple, hein, mais ça libère des tirs un peu dans le flow ou un décalage de ce type-là. Mais voilà, bref. Voici un peu, tu me dis, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? bah non, en fait, c'est bien, tu vois, là, c'est un bon exemple de comment ils construisent d'un switch aussi, parce que c'est une fois qu'il y a le Wendell Carter Jr. qui est sur Derek White, qui vont chercher un petit peu autre chose pour pouvoir aller forcer Wagner et Wendell Carter Jr. à se poser la question de qui saute sur White à 3 points et qui suit Tatum dans le cœur du jeu. Et c'est souvent dans ces moments un petit peu de panique et de réflexion que bah, du coup, il y a un espace qui se libère, quoi. Donc ça, c'était pas mal. Et il y a aussi des moments où ils ont bien géré la géométrie du terrain pour arriver à passer, à éviter en fait qu'il y ait la possibilité qu'il y ait un stunt. En fait, ils ont réussi à bien étirer la défense d'Orlando, qui est quand même avec des joueurs assez longs, entre Ouais. guillemets, et ils ont réussi à bien les essorer, entre guillemets, pour qu'ils puissent pas venir mettre les mains dans les lignes de drive. Là, tu vois, là, j'ai un autre exemple. Pick and roll, Tatum Calabal et écran du petit Pritchard. Donc, le but, c'est d'aller cibler Corey Joseph. Mais qu'est-ce qui se passe? Tatum, plutôt que d'arriver main droite, hop, je reviens main gauche. Et en fait, je reviens du même côté où va faire son pick and pop Pritchard. Et vous voyez qu'il va exactement du même côté. Joseph, il est main droite, donc il est éliminé de l'action. Et on a une espèce de 1 contre 2 ici, immédiat, de Carter Jr. qui doit gérer à la fois Tatum et à la fois le pop qui s'écarte de Pritchard et il peut pas. Et voilà, mais c'est plein de petites actions un peu bêtes comme ça, mais c'est que ça paraît rien en direct, mais en fait c'est que c'est travaillé, hein, c'est pas du tout du hasard. Ce genre de petits, tout petits trucs pour libérer des trucs un peu plus dans le flow du jeu. Donc voilà. Quoi d'autre je regarde ma fiche. Bon, il y a plein de trucs qu'on n'a pas dit, mais en même temps c'est pas très grave. C'est pas très grave. Non, mais moi le problème c'est aussi qu'on a un Westbrook, pardon, lapsus. Banchero
qui met ses tirs, qui a été pas mal en plus hein, sur ce match-là. J'ai bien aimé. Soit il va au panier, soit il prend des lancers francs. Enfin, franchement, c'est pas si mal que ça. 36 points, à quoi, 14 sur 27 au tir. Bon, c'est pas parfait, mais en fait, il n'y a pas de shooter, quoi. Et je trouve qu'il y a même pas cette. Enfin, la fréquence de tir à 3 points, elle est pas non plus folle pour Orlando. Et tu vois, c'est quoi? C'est 31% de leurs tirs qui sont à 3 points. Ce qui est pas normal, parce que quand tu affrontes un switch all et que tu as un mec qui est au centre de tout comme Banchero l'est, et il l'a vraiment été, c'est vrai que tu as un peu cette idée de, bon, on lui donne la balle, il va attirer des aides, et il va faire des kick-out, et ça va donner les 3 points. Et ça, on l'a pas. Mais parce qu'en fait, je crois qu'ils ont juste pas cette force de frappe du tout, en fait, le Magic. Bah oui, c'est pour ça que c'est enfin, c'est terrible à dire parce qu'en plus, c'est même pas comme s'ils avaient des joueurs blessés qui pouvaient shooter ou tu vois, par Jalen Suggs, qui est quand même un mec qui aurait pas forcément été beaucoup respecté à 3 points, il leur manque pas grand-chose, quoi. Ils sont quasiment au complet. Donc, du coup, il y a clairement des mouvements à aller faire et ça manque de synergie, en fait, autour des deux stars, quoi. Le fameux Jalen Suggs qui a 31% à 3 points, c'est ça, non? Cette année? Bah oui, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est que c'est pas, il a fait une bonne saison l'année dernière, mais structurellement, il apporterait pas beaucoup plus de Ah, spacing. structurellement, un Ouais, bonbon dans la jarre. j'ai le sourire en moi, je l'ai dit, je sentais que j'allais me faire attaquer. Bref, donc très peu de marge d'erreur, c'est un peu dommage. Tu vois, je pense que ça aurait dû être l'inverse. C'est Orlando qui doit gratter un peu sur les marges, sur la transition, sur les trucs comme ça. Et vu que Boston est un peu meilleur en demi-terrain, mais bref. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux qu'on parle de Golden State, Houston? Et bah allez, vendu. Eh bien, allons-y. Le match de la nuit, nous avions eu victoire de Golden State dans un match qui a eu lieu en 2003. 95 à 85 pour les Warriors. Énorme perf offensive des deux côtés. Non, mais blague à part, moi, ce que je dis en preview, c'est qu'on a un côté de défense d'élite. En fait, pour moi, celle qui va passer, c'est celle qui aura la moins mauvaise attaque ou la meilleure attaque parmi ce duel de défense. Et je pense que sur le papier, c'est Golden State. Et dans les faits, on a vu que c'était Golden State, en fait. Ouais, parce que en réalité, bah, c'est Golden State parce qu'ils ont deux joueurs qui arrivent quand même à faire des choses uniques et sur lesquelles tu peux un peu arriver à schématiser malgré un manque de spacing, quoi. Et c'est vrai que bon bah si tu retires les tirs que Curry il est pas entre guillemets censé mettre mais qui met quand même, bah, peut-être que tu as un match encore plus serré. Mais pour le coup, ces tirs-là, il va continuer à les prendre et il va continuer à les mettre à un certain régime, donc tu es obligé de garder ça en tête. Après, c'était franchement très intéressant à voir comment bah, les Rockets ont essayé de se battre à travers les écrans parce qu'en plus, ils ont tous un petit peu joué ces espèces de split action. Du coup, on retrouve ces ballons au post-up, du coup, d'un côté pour Draymond Green et de l'autre côté pour Sengun, où du coup, tu as des cuts et un petit peu des mouvements sans ballon qui se font autour d'eux. Mais en fait, comme c'est deux équipes qui les jouent beaucoup et qu'on est très bons défenseurs, ça a beaucoup de fois où il y a des interceptions un peu oufissimes de Amen Thompson ou de Butler ou de Draymond Green parce qu'en fait, les rotations défensives sont hyper bonnes et le spacing est pas assez bon pour les mettre en Ouais. difficulté des deux côtés, quoi. Mais c'est marrant parce que du coup, t'as un peu, l'approche offensive est pas exactement la même parce que t'as pas les mêmes forces en présence, mais tu peux retrouver un peu ça sur les moments où ils jouent pas avec Steven Adams du côté de Houston. Et après, moi, je me suis posé la question de pourquoi pas jouer plus grand du côté d'Houston sur les moments où les Rockets jouaient vraiment très petit. Mais d'un autre côté, ils dominent déjà tellement au rebond offensif Attends, quoi? Que Houston doit jouer plus grand quand les Rockets jouent petit, j'ai pas compris. que quand les Warriors jouaient Ah, ok, petit, ok. je trouvais qu'il y a des moments où les Rockets auraient peut-être plus justement un peu plus insisté là-dessus. Mais en fait, quand tu regardes le bilan à la fin du match, ils ont déjà énormément insisté là-dessus. Donc c'est compliqué. Mais Bah, le l'arbitrage truc, aussi, c'est on c'est sent aussi qu'on par arrive en rapport à. playoff, hein. Excuse-moi. L'arbitrage disait que ouais, on sent qu'on est arrivé en playoff aussi, je trouve, de ce côté-là. Oui, Draymond Green. Il y a un moment, Draymond Green, il défonce Dylan Brooks, il le pousse pour aller au poste bas. Dylan Brooks, il le tire un peu, il lui tire un tout petit peu la main. Faute de Dylan Brooks, tu dis. Bon, bref. Non, mais c'est rigolo, mais. Non, ce que j'allais dire, c'est par rapport. Pourquoi est-ce que ça joue pas plus gros? C'est que c'est un peu le duel. Qui va gagner ce duel? Le duel, comment dire, des vases communicants ou qui va avoir la main, quoi. Est-ce qu'on fait jouer un duel
un line-up gros côté Houston, Mm. mais au final, si on a Steven Adams, il va se faire cibler par Curry, et donc va bouger dans l'espace, c'est pas facile. Ou alors ou alors du coup on le fait pour le rebond mais on se fait punir, ou l'inverse quoi, tu vois. Ou alors le fait que les Warriors sont capables de punir ça, les Rockets ne mettent pas leur gros line-up. Enfin un peu ce côté qui va gagner ça quoi. Au final, j'ai trouvé que, enfin moi j'étais hyper intéressé de comment est-ce qu'ils allaient commencer, comment est-ce qu'ils allaient défendre le pick and roll de Curry. Je crois qu'une des toutes premières actions, ça monte pas très haut, c'est une sortie d'écran. Ouais, toute première action, c'est une sortie d'écran. Ah oui, au niveau match-up, faut le dire aussi. Les match-ups sont n'importe quoi sur cette série, hein, évidemment. Les match-up directs. Vous voyez, on a Sengun qui n'est pas sur Draymond Green, évidemment, parce que si Sengun va être ciblé. C'est lui qu'on veut cibler. Si en plus tu le mets sur Draymond, c'est jackpot quoi. C'est-à-dire que c'est le meilleur poseur d'écran et joueur de pick and roll. Et en plus tu fais d'une pierre deux coups parce que tu peux en plus cibler le mec que tu veux. Donc que fait Houston? Ils mettent Sengun sur Moses Moody et Dylan Brooks sur Draymond. Comme ça, voilà, choisis ton poison. Est-ce que tu fais le pick and roll avec l'un pour le partenaire ou pour le mec que tu veux cibler? C'est un peu l'idée. Et bref, donc tu vois, au début, première sortie d'écran, on se dit il monte pas si haut que ça finalement, tu vois, il sort pas non plus agressivement. Est-ce que éventuellement on va rester un peu en mode conservateur, on va un peu laisser les pull-ups à 3 points à Stephen Curry? Il y a 2-3 actions comme ça où effectivement il y a un peu d'espace et il l'aimait pas non plus Curry. Je dis c'est intéressant, comment est-ce qu'on va faire? Et en fait, il s'est passé un truc, c'est que très rapidement, changement de plan, tu en as parlé un peu, mais ils sont passés sur des post-up split. Dès le premier quart-temps, en fait, les Warriors, donc balle au poste bas soit à Butler, soit à Draymond Green, soit un mec comme ça, et puis split, c'est un peu des actions en tête de raquette. Donc, quand il y a Draymond qui est au poste bas, on met poste haut, des cuts, des trucs comme ça, et on a enchaîné les splits comme ça parce que ça permettait un peu voilà, on sortait un peu du contexte du pick and roll en fait, et parce qu'on l'oublie, mais Curry peut être aussi dangereux dans ce genre de configuration, surtout en sortie d'écran un peu partout quoi. Ouais, de toute façon, je pense que c'est pour ça que quand il y a eu le trade, on s'était dit que c'était un peu le joueur parfait pour aller à côté pour compléter la split action, parce que du coup, en réalité, une fois que t'as Curry, t'as pas forcément besoin d'avoir un autre shooter à côté, juste un joueur qui fait des très bons timing de cut et qui sait bien se déplacer dans l'espace. Et du coup, c'est pour ça que Butler a été fantastique. Mais du coup, moi, j'avais un peu des questions sur l'utilisation de Buddy Hield, et tu vois, je l'ai trouvé pas si mal. Il y a quand même des vrais trous d'air défensifs à certains moments, mais du coup, j'ai trouvé qu'il avait quand même pas trop mal tenu son rôle, et en réalité, ça permet du coup de l'avoir de l'autre côté du terrain, et je pense que ça va aussi être une des clés, c'est à quel point tu peux arriver à faire jouer des joueurs qui shootent un peu du côté des Warriors, avec aussi Quentin Post, mais voilà, c'est un peu pour moi là où les Warriors ont peut-être une carte à jouer là-dessus, là où du côté des Rockets, en vrai, ils peuvent pas. C'est-à-dire que si ça marche pas, ils peuvent pas faire grand-chose d'autre, quoi. À part espérer que ça rentre, mais... Je montre à l'écran, enfin en milieu de carton, ils font un vrai pick and roll, ils impliquent Sengun. Qu'est-ce qui se passe? Sengun monte au niveau de l'écran, alors que le poseur d'écran, c'est Gary Payton. C'est pas Draymond, évidemment, parce qu'on cherche un peu à éviter le coup double. J'ai déjà expliqué. Qu'est-ce qui se passe? Il monte, ça libère vite, pocket pass, Gary Payton qui fait la lecture de jeu, tout le monde cut au panier. Enfin voilà. Une fois que le décalage est créé, en fait, c'est ici que tu meurs, quoi. Et c'est pour ça que il faut pas juste faire un edge en fait par rapport à Curry, et ils l'ont fait par la suite les Rockets. Je pense que si tu fais ça, il faut vraiment aller en blitz, il faut y aller très haut et le presser très haut, parce que là tu vois, Sengun il arrive, mais Stephen Curry il sort de l'écran, il a un peu d'espace, il a 1 mètre devant lui et Sengun est un peu en retard, il est pas très haut, donc il y a l'espace pour la pocket pass, c'est tranquille quoi. Alors que je sais pas si je vais arriver à le retrouver, mais sur la suite du match, t'as des fois où il est vraiment pris à deux avec Steven Adams qui monte très très haut, qui le gêne. Et je pense que c'est un peu ça qu'il faut faire, quoi. Si tu veux vraiment le piéger, faut essayer de l'étouffer, parce que une fois que Curry libère le ballon sur des 2 contre 1, en fait, t'es un peu mort. Donc l'idée, c'est que le 2 contre 1 soit vraiment étouffant pour que tu t'en sortes, en fait. Je pense que c'est un peu ça l'objectif, pour le coup. Mais après, les Warriors s'en sont sortis sur à peu près tout, quoi. On parle beaucoup du pick and roll, mais Curry a réussi sur des pick and roll entre petits, sur des isolations, tu vois, par exemple, c'est une sortie d'écran. Voilà, Curry qui sort d'un écran, il a Dylan Brooks sur lui, il prend un écran des Cavalounais, Dylan Brooks reste accroché, ok, pas de problème. Du coup, ça se retrouve isolation. Et qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il le met en plus, le step back, bim bam boum, il le met. Donc, en fait, il y a plein de situations comme ça où on n'a pas vraiment eu de la Stephen Curry offense, mais on a eu juste la star Stephen Curry qui a mis des gros tirs dans n'importe quel type de situation, pour le coup. Mais j'ai bien aimé le passage Tari Eason aussi sur Stephen Curry, tant qu'à faire, pour le gêner un peu off-ball et même on-ball, un peu, tiens, prends tous ses bras, ses bras hyper longs sur la tête, pourquoi pas, quoi.
Ouais, bah, tu vois, constamment, ils étaient. Il y a des petits détails physiques, mais on peut voir aussi sur tous les écrans. Enfin, dès qu'un joueur il peut mettre un coup de qui traîne sur des actions un peu comme ça, c'est vraiment Ouais. une série qui est très physique et on a vu. Ah, je pense que ça va, ça va laisser les organismes vont un petit peu souffrir pendant cette série si elle est longue, entre guillemets. Et ça va être intéressant de voir aussi la série de Jabari Smith que j'ai Ouais. trouvé vraiment très bon. Et tu vois, quand il avait été, je crois que c'est sa première ou deuxième année, je me demandais à quel point ça pouvait pas être quand même une sorte de roamer un petit peu, avec la taille, l'envergure qu'il a et une bonne petite parfois capacité à se positionner, à quel point du coup il pouvait pas apporter énormément de protection de cercle dans un jeu où du coup il serait un peu plus, parfois un des seuls grands sur le terrain, tu vois, aller peut-être à l'inverse de ce qu'ils font d'habitude, parce que du coup lui il apporte un peu plus de spacing, de rapidité. Et je l'ai trouvé assez volontaire aussi sur la capacité d'attaquer des close-out quand il n'était pas forcément respecté à 3 points. Donc ouais, j'ai bien aimé le match de Jabari Smith, c'était une bonne surprise. Tiens, j'ai trouvé l'action où... Alors pour le coup, moi je l'aime pas trop en protection de panier, mais là j'ai trouvé la seule action où il est en tête de raquette, il coulisse très bien. Hop, sur Gary Payton, bim, et je viens contrer au panier. Mais oui, pour parler un peu des Rockets, du coup, parce qu'on a beaucoup parlé des Warriors. Alors, on y reviendra aussi, mais Butler aussi, il fait son match, quoi. Tu vois, dès qu'il a un peu une position, un contre un à faire, c'est quoi le. J'ai même pas regardé le box score. Ouais, 10 sur 19, ouais, ok. Mon impression visuelle était la bonne. Mais non, c'est toute la différence avec les Rockets, qui n'ont pas ça, qui n'ont pas ce côté un joueur implacable, un joueur un peu frontal qui peut attaquer, qui peut mettre ses paniers, isolation, même pick and roll un peu, ce genre de truc. Et tu parles de Jabari Smith. Moi, j'espère qu'il va jouer plus, Jabari Smith, Ouais, ouais. parce qu'il a joué beaucoup deuxième mi-temps. Il a fait du bien, hein. Il a fait du bien sur le shoot, il a fait du bien sur la capacité à attaquer en sortie de dribble, sur les spot-up drive, pardon, je veux dire, quand il y avait un close-out sur lui. Donc, en fait, cette équipe, elle a tellement peu de marge offensive que je me dis, tu peux pas te permettre de passer de son shoot et de sa viabilité offensive, quoi. Donc ça, c'est la Mm. première chose pour moi. Deuxième chose, ils ont beaucoup testé Jalen Green. Je sais pas si tu as vu, mais le plan de jeu, c'est un peu ce qu'on avait dit, c'est-à-dire Jalen Green, on va te donner des pick and roll entre petits, on va te donner des pick and roll, on va attaquer Kevin Looney, on va attaquer parfois des gros. Et il va falloir que tu punisses. Il a Mm. été cata. Il a été Ouais. catastrophique sur ce match-là. Même à un point où c'est frustrant parce qu'il y a des fois, il va au panier Non, non, et c'est la juste finition qui est la terrible. finition Parce est que pas là, quoi. tout ce qui est avant, c'est très bien, mais la finition, Exactement. parfois, il met le panier, il met le ballon sous le panier. C'est-à-dire que Ouais. concrètement, ça ne peut pas, là, ça marche pas, quoi. Et oui, ce qui est hyper frustrant, c'est que pour le coup, il les fait ces différences entre guillemets, mais la finition, elle est affreuse. Et en fait, on a l'impression qu'il peut rentrer que les trucs absolument horriblement compliqués. Et ouais, non, c'est assez frustrant. Et d'un autre côté, il y a un peu la sensation qu'il y a un match où ça va forcément passer. Et du coup, ça permettra de repartir avec un match. Genre, cette finition-là, elle est incroyable, mais il se met dans une situation où pourquoi tu te retrouves à être dos au panier en train de tomber pour faire un lay-up, quoi. Ah bah c'est un peu. C'est les Rockets toute la saison. On Ouais. donne des pick and roll. C'est l'homme de main, Jalen Green. C'est pas, on n'attend pas de la création collective. C'est vraiment, on te donne des pick and roll avec des petits ou avec des grands et tu attaques. Et toute la saison, on a eu aussi cette dualité de, bah, il y a des matchs tout rentrent ou pas mal rentrent. Il y a des matchs où ça rentre pas, quoi. Mais voilà. En même temps, tu vois combien ils ont de vrais créateurs. Parce qu'on parle de Jabari Smith qui a un shoot. Bah, Jabari Smith, j'ai pas trop envie de lui filer 20 ballons pour faire de la création de pick and roll inversé, Non. etc., quoi. Donc ils ont testé. Ils sont partis sur Jalen Green qui a, en plus, il a été limité, là on le voit d'ailleurs. Bon là c'est la fin de carton donc c'est normal. Mais il a été limité en termes de spacing aussi. Il pouvait pas attaquer parfois, donc il était un peu obligé de s'en remettre à son shot making à 2 points, mais qui était pas là. Donc voilà, ça a pas marché. Et même j'étais un peu, tu vois, j'arrivais au début de quatrième carton, j'étais en mode, mais c'est un peu dommage. On n'a pas vu assez Sengun, je trouve. On n'a pas testé assez Sengun contre Draymond, notamment sur un peu des vrais 1 contre 1. Et surtout, on n'a pas trop vu ni Jabari Smith. Heureusement, on l'a vu sur la fin. Et Mm. Amen Thompson. Et je trouve qu'Amen Thompson était un peu discret, mais parce qu'il n'y avait pas trop de play call pour lui. Et lui, quand tu lui donnes pas, bah voilà, il est pas respecté à 3 points, etc. Donc il y a des fois, il peut un peu, non pas disparaître, mais pas être utile à ce niveau, face à une Mm. défense d'élite, etc. Et en fait, je vais essayer de retrouver, mais il y a Il y a un petit jusqu'au post-up quatrième carton. il y a un petit post-up sur Curry, à un moment, tu te dis, tiens, pourquoi on ferait pas Exactement, ça ouais. plus souvent? Mais clairement, le play call a basculé depuis on donne des ballons à Jalen Green à bah, tiens, on va forcer plus sur Amen Thompson. Et je pense que ça a été cool. Mais moi,
il y a un moment du match, j'étais en train de me dire, mais bon, c'est cool, Amen Thompson, mais en fait, je crois que je préférais faire jouer Jabari Smith, quoi. Parce que là, si juste tu vas donner des ballons à Jalen Green et que t'attends que Amen Thompson soit dans le corner ou dans le dunker spot, c'est pas très utile, quoi. Donc, en fait, non. En fait, on a vu que la création, elle était là quand on faisait un play call pour lui. Il a pu un peu créer des choses, quoi, et faire des trucs bien. On a vu aussi que ça, c'est intéressant. Je vois l'image aussi, donc j'y pense. C'est intéressant à noter. Bon, le line-up à deux gros ont été utilisés deuxième mi-temps, ça a bien marché pour le rebond, mais pas que, tu vois. Je pense que beaucoup de monde ont vu le rebond, mais il y a aussi le fait que ça impose des match-up. Là, notamment, Steven Adams, il était souvent défendu par Draymond Green, forcément, donc ce qui faisait que ça libérait totalement Sengun qui pouvait attaquer Quinton Post, par exemple, ou Kevin Looney. Et ça, c'est pas rien, parce que autant Draymond Green, tu l'attaques pas, moi je trouve ça un peu dommage, mais ils l'ont pas attaqué parce que tu te dis, bon bah non, ça vaut pas le coup, mais avoir un Adams fait que l'adversaire met son gros sur Adams parce que sinon c'est un mismatch au rebond, mais donc ça libère un peu plus Sengun entre guillemets en poste 4 quoi au final, et donc face à des match-ups beaucoup plus abordables pour lui, et c'est ce qu'on a vu aussi quoi. Là on a vu il drive, il kick et puis petite passe sous le panier pour Adams. Mourir de rire cette action. Ouais, Parce qu'il est Draymond Green et Adams, il se chope le callback tout le long dans la peinture et tout. Ouais, non, mais c'est ça, je suis tout à fait d'accord, surtout que c'est ça qui le libère un peu, et c'est peut-être, en fait, la capacité aussi de Sengun, c'est qu'il a peut-être, c'est le moins dépendant du spacing s'il peut attaquer une match-up en un contrat, entre guillemets. Tu vois, là, on est quatrième quart-temps, 10 minutes à jouer dans le quatrième quart-temps. Première fois, Owen Thompson accélère en transition, en tout cas, il y arrive. Et il a la balle, il accélère, panier facile, transition. Et ça, alors je ne suis pas allé voir les stats, mais ce serait cool aussi que les Rockets puissent un peu gagner ce genre de marge-là, quoi. Et là, on l'a pas trop eu. On l'a pas trop eu la transition. Je trouve que les Warriors, ils sont allés pas mal, même si les stats disent un peu le contraire. Mais ouais, demi-terrain, on sait que ça va être compliqué. Et demi-terrain, on sait qu'a priori, l'avantage est plutôt Warriors, qui ont plus de solutions de toute façon, quoi. Parce que tu vois, encore une fois, on parle beaucoup de comment gérer le pick and roll, etc. Mais il n'y a pas que ça. On se prend la tête sur le pick and roll et les mecs, ils nous sortent, ils nous font des post-up split et configuration totalement différente. Et Curry peut briller autrement. Curry peut aussi briller en allant cibler un Jalen Green ou des petits comme ça parfois. Des pick and roll entre petits, des pick and roll inversés. Ouais. Et Butler aussi. Butler qui a une capacité à punir en 1 contre 1. Il est un peu plus frontal, on va dire. Et c'est exactement ce que n'ont pas les Rockets. C'est le côté frontal parce que Jalen Green, c'est pas du tout. C'est pas Zizou, quoi, petit bonhomme. Je sais pas pourquoi j'ai cette phrase à chaque fois dans la tête. Je sais pas pourquoi. C'est les yeux dans les bleus, mais. Bref. Quoi d'autre sur ce match? On a dit à peu près tout. Fred VanVleet, en tout cas, il a pas peur de continuer à prendre des shoots même si ça rentre pas. Ça, c'est bel enseignement. Mais n'empêche, structurellement, il est important parce que c'est peut-être le seul qui a un minimum de. Enfin, c'est le seul qui est défendu à 3 points, quoi, foncièrement. Ouais. Donc je pense que c'est un peu ça à surveiller, c'est le côté un line-up à 1 ou 2 bigs qui va être intéressant. Et même, tu vois, côté Warriors, je me suis dit, peut-être à explorer aussi, vu que les mecs vont cacher Sengun sur Moses Moody, peut-être des play calls un peu plus clairs et un peu plus espacés pour, pourquoi pas un pick and pop pour Moody en fait. Juste, on attaque Sengun sur pick and roll, il y a 2 mecs qui restent sur Curry et toi tu restes en pick and pop. C'est le genre de truc qu'on n'a pas trop vu et qui serait pas mal. Houston a sorti sa zone aussi, on a vu sur les line-up de gros, mais bref. Voici pour ce match. On a oublié plein de trucs, mais c'est pas grave, avançons. Quel autre match? Où est-ce qu'on va? Je sais pas. Là, on n'a pas fait le tour. Je crois qu'il y a pas fait Détroit. On n'a pas fait Détroit à New York. On n'a pas fait Détroit de New York. Et on n'a pas fait Lakers Minnesota. Exactement. Tu vas aller te coucher ou pas? Non, ça va en vrai, t'inquiète. Tu peux tenir 20 minutes encore. Ouais, non, t'inquiète. Mais par contre, je vais pas être très utile. Je vais plus être je suis plus là en tant que consultant. Enfin, pas que je sois très utile d'habitude, mais là, je vais vraiment être encore moins, quoi. Voilà, j'anticipe aussi un peu. On nous dit en même temps, qui est Zizou? Moi, je connais mieux que Zizou. Il y a Lampard, il y a des mecs comme ça, quoi, tu vois, des vraies légendes, quoi, je veux dire. Lampard. Moi, j'ai toujours un peu de peine quand je pense à Lampard. Je l'imagine à Moscou un soir de 2008 et c'est terrible. Alors, comment on ferme Comment on vire quelqu'un Alors, Pistons contre Knicks. J'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Où est ma fiche? Où êtes-vous? On va regarder les stats un peu, le temps que ça me revienne un peu en tête. Oui, non, si, ça y est, ça m'est revenu.
Donc, victoire des Knicks qui ont fait un méga comeback. Bon, pour le citer de suite, hein, il y a quoi? Il y a 8 ou 10, 9, 12 points, je sais plus, de campaign qui font du bien à la fin. Mais ouais, t'as un comeback qui est assez énorme. Ça finit à 123-112 pour les Knicks. Et avec un run, tu vois, 21-0. Et en plus, le run n'est pas en toute fin de match, quoi. Il est vraiment en milieu de quatrième quart-temps. Et je crois que les Pistons restent bloqués à 98 points ou un truc comme ça. Et les Knicks passent de moins 10 à plus 10, quoi, grosso modo. Et bon, pas mal de trucs à dire. En effet, il y a un truc par rapport à Détroit, c'est le fait que Détroit, tu peux pas trop faire des prises à deux sur Cade. Tu peux pas trop faire de edge parce qu'il y a le passing. Et c'est vrai, mais en même temps, je trouve que Détroit a un problème, c'est un problème de spacing en fait. Le fait est que Cade faisait ses passes, est-ce que c'est le bon match? C'est ici? Non, c'est les Lakers. Cade faisait les passes, mais derrière il n'y avait pas forcément le spacing pour arriver à l'exploiter, quoi, tu vois. Donc c'était un peu dommage parce qu'on pouvait pas totalement cibler comme on voulait certains joueurs, notamment de Karl Anthony Towns ou des intérieurs comme ça. Towns qui d'ailleurs était sur Jalen Duren, donc là encore, Thibodeau, on joue pas avec les match-ups, on laisse le poste 5 sur le poste 5. Mais ouais, je sais pas ce que vous avez pensé d'ailleurs dans le chat, j'ai pas demandé pour les autres matchs. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez trouvé de ce match et par rapport à Cade aussi, la performance de Cade. J'ai beaucoup aimé le passing. Je vois, là. Comment? Il perd beaucoup de ballons, je vois Cade. Je sais pas si c'était. Ouais, il a perdu 6. Ouais, c'est beaucoup, non? Ouais, 6, ça va. Bon. Après, il était vraiment au centre de tout, hein. Tu vois, il était vraiment. Quand on parle d'héliocentrisme, on est vraiment là-dessus. Le truc qui a le mieux marché, c'est évidemment quand ça ciblait Brunson, parce que Brunson ne va pas switcher, évidemment. Donc Brunson va faire du hard edge. Il va juste monter sur Cade le temps de le gêner, et puis ensuite revenir sur son mec. Sauf que son mec, c'est qui? C'est soit Tim Hardaway Jr., soit Malik Beasley, soit des mecs comme ça. Et donc, tu avais le pick and pop qui était très bon, quoi. T'avais directement Hardaway qui s'en allait en pick and pop, et soit il prenait le tir directement, soit sinon Brunson revenait, mais il y avait un temps d'avance, et puis il pouvait attaquer, on attaquait le décalage, etc. J'ai essayé de mettre des images aussi. Le play calling pour Malik Beasley cette saison, moi, j'ai trouvé très bon. Et je pense que c'est une grosse partie de sa réussite cette saison, c'est que ça n'a pas été un joueur statique dans les corners, il y a eu quand même beaucoup de mouvements qui a été apporté autour de lui, pour lui. Et il s'en sort très bien là-dedans, mais tu vois, je trouve que l'équipe de Détroit est quand même assez dynamique autour de Cade, malgré l'héliocentrisme. C'est pas l'héliocentrisme isolation entre guillemets. Il y a un peu de mouvement qui se passe tout autour et c'est quand même, ouais, c'est plutôt efficace et ils ont quand même des bons joueurs pour mettre ça en place. Mais c'est peut-être plus la profondeur à la limite du banc, moi, qui m'inquiéterait plus dans leur équipe, quoi, finalement, parce aussi, que tu vas au-delà du 5, c'est un peu compliqué, quoi. Là, je montre un exemple où Towns est sur Tobias Harris qui va poser un écran pour Cade. Donc, Towns monte au niveau de l'écran, 2 contre 1, sauf que Cade, il a la taille. D'ailleurs, ce que n'a pas Brunson, pour le coup. Mais Cade, il a la taille, il peut passer par-dessus. Passe facile, pick and pop, enfin, pas pick and pop, mais petit panier facile à mi-distance pour Cade. Donc ouais, et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, le premier panier, les mecs sont vraiment. Il y a Oscar Thompson qui est défendu par Brunson. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie Oscar Thompson au poste bas. Hop, on enfonce Brunson. Donc il y a vraiment un côté, on va cibler Brunson qui a plutôt pas mal marché, je trouve. En tout cas en termes de création de décalage. Malheureusement, comme il n'y a pas toujours l'espace, tu pouvais pas toujours aller au bout de l'action au final. Et puis même le shot making n'était pas forcément là sur toutes les actions. Mais non, c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. J'ai bien aimé. C'est un peu dommage qu'il y ait eu ce run un peu au milieu de nulle part où on se dit est-ce que c'est un côté inexpérience? Est-ce que je sais pas, mais en tout cas, il y a un peu dommage parce qu'il s'était bien lancé. Là, on voit aussi un exemple qui est pas mal de Cade qui est un peu à la baguette, pas du tout en mode pick and roll, mais en mode sortie d'écran pour Hardaway Junior ou pour Malik Beasley, toujours les mêmes. Et la vision, quoi. La vision, la taille, aller chercher les cuts. Là, Brunson voulait défendre un off-screen et du coup, backdoor de Hardaway Junior, etc., etc. Tout a bien marché. Et d'ailleurs, bonne stratégie aussi de la part des Pistons, quand on voyait Dennis Schroeder en pressing full court. Là aussi, je crois que t'en parlais. Je sais plus quel match de ce quoi c'est Orlando, non? Boston, t'en parlais où je rêve. C'était pas celui-là que j'avais en tête, mais non, moi qu'on a regardé aujourd'hui de pression de full court. Où je rêve, le chat, dites-moi si je rêve. C'est le chat qu'on a parlé, c'est Jedi Padawan qui a parlé de Orlando qui avait fait de la pression full court. Moi, j'en ai pas parlé. J'ai rêvé alors.
Mais non, ouais, Schroeder pas mal du tout. Mais il y a vraiment un côté de Détroit d'aller chercher et punir encore et encore et encore Brunson qui a pas mal marché et qui même a mieux marché que tu vois punir un 4. Et là pareil, hein, vu qu'on essaie de le cacher sur Hardaway Junior, ben sortie d'écran pour Hardaway Junior qui peut se libérer, aller au panier, etc. quoi. Donc ça c'était pas mal du tout. Au niveau de l'attaque, j'ai bien aimé. Niveau stat, essayons de regarder qu'est-ce qu'il y a des trucs. La transition a pas mal marché. Les 3 points. 3 points à 45% à 3 points pour Détroit. Donc une bonne perf, on va dire. Malheureusement, ils n'ont pas gagné ce match, mais une bonne perf. Mais ouais, de l'autre côté, en fait, on a eu aussi affaire à des Knicks qui étaient un peu experts pour aller punir un tel et un tel. Quoi. Le plan de jeu, vraiment très simpliste, très simpliste. Tu vois, Anunoby qui est un post-up contre Tobias Harris ou contre je sais plus qui. Ensuite, c'est au tour de Michael Bridges. Ensuite c'est au tour de Bronson, etc., Ouais. etc. Pour le coup, il y a des cibles quand même pas mal assez évidentes du côté de Détroit aussi, quoi. Et il n'y a pas grand-chose Ouais, pour les protéger, quoi. Donc, bah, c'est un peu exactement. comme les Knicks, hein, parce qu'on dit, tu disais, oui, ils ont attaqué beaucoup Bronson en mouvement, mais en fait, la réalité, c'est qu'une fois que tu l'as mis en mouvement, vu qu'il n'y a personne qui peut vraiment un peu colmater les brèches derrière lui, lui, c'est le premier à exploser, mais entre guillemets, derrière, là, c'est pas très solide, ça peut pas tenir, quoi. Et Anunoby a été pas mal, hein, du coup, en défense sur Cade. Mais Mm. tiens, ouais, j'ai retrouvé un exemple là, que j'aimais bien. Oula, on enlève le son. Non, c'est pas mal du tout ce côté aller faire des pick and roll entre petits parce que tu vois, c'est Malik Beasley qui pose l'écran pour les cibler. Donc là, en l'occurrence, c'est Shamet, hein, c'est pas Brunson. Hyper vite à pick and pop. Sauf que ça permet aussi de libérer un mini temps d'espace pour Cade, pour juste en fait aller sur ses spots à l'intérieur. Et ça, il a pas mal fait aussi d'aller se rapprocher du panier. Là, il prend la faute, lancer franc. Et des fois, il est juste sur ses spots proche du panier, prend le petit flotteur ou le petit jump shot. Donc c'était cool. Mais non, j'ai bien aimé la défense moi, des Pistons, qui était vraiment, vraiment pas mal du tout. Alors, sauf sur les post-up de Towns. Pour le coup, là, j'en vois un à l'écran. On a fait des prises à deux. Et Towns, il y a un moment, je crois que c'est fin de premier quart-temps, je crois, où il enchaîne les post-up, post-up sur post-up sur post-up. Et soit il score en 1 contre 1, soit il y a des prises de qui arrivent. Et il fait la bonne passe en termes de passing. Et voilà, le décalage part de lui, quoi, grosso modo. Mais, non, un côté aussi de edge, en fait, de Brunson, qui a été bien exécuté par Stewart, je trouve. Stewart a été plutôt pas mal sur ce match-là, défensivement, même plutôt très bon. Alors que Duren, je trouve qu'il se faisait un peu déborder par Brunson un peu facilement, malheureusement. Et donc, ce qui faisait qu'on pouvait un peu aller chercher voilà, une fois que tu passes le mur, une fois que tu passes la edge, la haie, hein, littéralement, du edge, bah, t'es un peu libre, quoi. Alors que Stewart, c'était plutôt pas mal en termes de bien coulisser, bien enfermé et de limiter un peu l'aspect de création de chaos d'un Brunson. Donc, ouais, au final, pas si mal que ça, un match de Détroit, hein. Modulo un méga raz-de-marée, quoi, au final. Ouais, bah, c'est toujours un peu le problème aussi des équipes comme les Knicks qui peuvent prendre feu, entre guillemets. Et sur un match de playoff, bah, t'as beau faire un bon match, si tu l'as perdu, quoi. Il n'y a pas vraiment de retour en arrière, surtout quand t'es pas favori, entre guillemets, de la série. Après, Isaiah Stewart, je vois qu'il a joué que 18 minutes. Je me demande pourquoi, entre guillemets, à quel point il est problématique offensivement et pourquoi il n'a pas plus de minutes. Parce que c'est vrai que Duren, ça apporte peut-être pas assez de valeur en défense, mais peut-être que c'est moins problématique en attaque. Ouais. Je... Ils l'ont sorti. Ils l'ont sorti quatrième quart-temps, je crois. Alors que ça jouait pas mal. Et ils ont remis Duren qui est un peu le titulaire, mais j'aurais aimé voir un peu plus de Stewart pour le coup. Mais bah, tu vois, je crois que j'en ai trouvé un là. Tu vois, j'avais trouvé un très bon exemple de Stewart qui coulisse très très bien. Il coulisse très bien et donc il se fait pas déborder. Il se fait pas déborder. Bronson n'arrive pas à turn the corner, comme ils disent, quoi. Vraiment à ressortir de l'autre côté. Et donc Picardon un peu annihilé. Et derrière, en plus, il fait le contre Stewart. Mais bref, un peu dommage de pas s'en sortir avec la victoire pour les Pistons. Mais ça me donne de bons espoirs qu'on peut avoir une très belle série, pour le coup, je pense, entre Schroeder, qui en termes de points d'attaque a été pas mal du tout, full court ou même plus jeu posé, entre Stewart donc, et sa défense de pick and roll, même tout le reste, hein, tu vois, c'est aussi on voit une bonne défense, une équipe bien coachée, c'est que tu as même je sais pas moi, des Hardaway Junior ou des mecs comme ça qui font des belles rotations en vol. Tu dis, ah ouais, ok, tout le monde est un peu au diapason, quoi. Mais ouais, après, t'as le run campaign, quoi. La campaign qui a mis, je crois que je suis tombé dessus, là. Il fait un débordement, il va au panier, il enchaîne avec un pull-up à 3 points. Enfin, c'était un peu la folie, quoi, de campaign. Mais ça tombera pas comme ça, toujours 12 points d'affilée de la part de campaign. Mais bref, que nous dit le chat? Est-ce qu'ils ont des choses de plus à rajouter par rapport à Est-ce nous? que ça a joué avec deux intérieurs du côté de New York ou pas du tout?
Non, Ils je sont crois pas. restés avec, non, J'ai ils pas sont restés souvenir. avec soit Kat, soit Mitchell. Oui. Alors peut-être si de très très petites séquences, mais non, c'était pas énorme. C'était pas énorme, je t'avoue. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qui me fait mon logiciel? Si on pouvait ne pas se faire striker, hop. Pourquoi ça a duré 14 secondes cet extrait vidéo? Mince. Bref. Mitchell a été bon sur certaines séquences. Ouais, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord que Mitchell a pas été mal du tout. Mais voilà. Bref, on manque de temps. Je sais pas depuis combien de temps on est à l'antenne. On va finir rapidement. Ou alors on se le garde pour demain. On va peut-être se le garder pour demain. Hein. Qu'est-ce que Je tu sais veux pas. faire? C'est quoi qui reste? Lakers Wolves. Lakers Wolves, je vois qu'il est déjà 23h. Allez, on se fait rapidement. Bon, rapidement, mais en deux mots, il y a un côté que j'avais un peu développé en preview et je suis un peu content de voir que j'ai pas parlé pour rien. C'était le fait que les Wolves en fait switchaient beaucoup plus que l'an passé. Et donc en fait on a aussi voilà, t'as échangé Towns contre Randle qui peut beaucoup plus switcher. D'ailleurs, Randle a été mis en match-up direct contre LeBron James. Et là, on le voit dès la première action du match. En fait, Gobert qui switch totalement sur le pick and roll par rapport à Luka Doncic. Et donc, en fait, t'enlèves totalement le décalage que t'avais sur la série de playoffs de finale de conf de l'an passé, en fait. Bon, là, il va chercher une faute, hein, je crois. Ok. Mais t'as pas du tout ce décalage. Et d'ailleurs, Jackson Hayes, je crois, ne joue pas tant que ça. Il joue quelques minutes à peine ce match-là. Parce que c'est pas du tout une menace d'élite de verticalité. Et puis, de toute façon, il n'y a pas le décalage. Parce que la verticalité, c'est cool pour le plonger dans le dos du drop. Là, il n'y a pas de drop. Là, il y avait un switch. Donc, Gobert a beaucoup plus géré de cette manière. Mince, j'arrive pas à trouver, pardon, à faire plus de choses en même temps. Lakers, ils sont ici. Voilà, 117-95. Et donc, ce switch défensif qui a bien marché. Alors, Randle, Gobert, Nasrid, évidemment. Et tu vois, finalement, dans tout ça, le seul qui peut pas trop switcher, c'est Mike Conley. Et sauf que Mike Conley n'était pas puni. Mike Conley était sur le terrain, il n'était pas puni. Moi, j'étais en mode, dans la preview, bon, Mike Conley, on peut s'en passer, on met DiVincenzo, qui d'ailleurs a été le match-up principal, DiVincenzo de Luka Doncic. Donc, parfois, donc je veux dire, c'est pas trop de problème, quoi. On survit. Donc, mais sauf qu'en fait, non. Même Mike Conley n'a même pas eu besoin de sortir du match. On a pu totalement le laisser sur le terrain parce qu'il n'était pas ciblé. Et j'ai pas aimé la première mi-temps, en fait, des Lakers, pas du tout. En termes de play call, notamment, parce qu'on était, tu sais, un peu les Lakers de ah mince, on fait face à un switch, ok, faisons un écran, j'obtiens le 1 contre 1, et puis ensuite je vais l'attaquer. Mais tu vois, un peu simpliste, pas trop de mouvements, etc., etc. Et le play call deuxième mi-temps a été beaucoup mieux, je trouve, sur plusieurs points. Notamment, on a beaucoup plus ciblé Mike Conley, justement. Donc ça c'est cool parce que tu l'impliques sur le pick and roll et c'est le seul qui peut pas switcher, donc il fait un hard edge. Ah tiens, je crois que j'en ai trouvé un là. Il fait un hard edge, il va monter, essayer de gêner Luka Doncic, puis revenir sur son joueur, mais le temps qu'il revienne sur le joueur, son joueur est parti. Ou en tout cas, il y a un décalage. Bref, ça, ils l'ont fait beaucoup plus, c'était cool. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus aussi en play call? J'ai oublié, évidemment, mais je pense que ça va me revenir, ou alors peut-être si je lis ma fiche, je ne sais pas. Mais ah oui, Luka Doncic utilise un peu plus en post-up aussi. Ça, c'est un truc que je répète depuis 2-3 ans à Sur McDaniels. Non, oui, exactement. Okay. Sur McDaniels, ou première mi-temps, il doit affronter des switches dans le périmètre et c'est pas parfait, quoi. Voilà, tiens, j'en ai trouvé un. On le voit à l'image. Ouais. Et en effet, il y a aussi ce côté avec Luka Doncic qui, je trouve, est largement sous-exploité, mais même à Dallas, et même sur le run de playoff de finale, c'est qu'en fait, c'est aussi un des meilleurs joueurs de post-up, en fait. Et que, surtout quand il fait face à des ailiers plus légers, c'est jackpot, quoi. Donc ça, beaucoup aimé Redick en deuxième mi-temps sur cibler Mike Conley, envoyer Luka Doncic au poste bas, soit pour des fautes, soit pour des paniers. Donc ça, c'était cool. Et j'en ai oublié un troisième, mais c'est pas très grave. Mais bref, en tout cas, ça jouait mieux un peu. Et ça joue petit, on sortait un peu du côté un contre un peu statique qui est pas bien, quoi. C'est vrai que là, par contre, le 5, il est vraiment, c'est du 5 out. Ce qui peut être pas mal en réalité, mais c'est peut-être défensivement que ça tient moins bien. Mais là, le 5 out en attaque, le spacing, c'est sympa quand même. C'était un de mes points aussi, ouais. Donc Jackson Hayes a plus trop joué et on a fait jouer soit Finney Smith, soit Rui Hachimura, soit les deux. Et donc on part un peu plus avec un peu plus de spacing, quoi, au final. Alors ils n'ont pas mis tous les tirs, mais c'était pas mal. Donc ça, plus le fait que les Wolves, je crois, ont gagné aussi la bataille de la transition. Et ça, je pense que les Lakers peuvent être un peu mieux là-dessus, pour le coup. Ouais, c'est ça. Ils sont très très bons en fréquence de transition, très bons en efficacité. Enfin, ils sont beaucoup projetés, hein, notamment en deuxième mi-temps, en contre-attaque. Plein de points faciles, mais je veux dire, bon, l'écart de points 117-95, ok.
ok. Mais je veux dire, si les Lakers resserrent un peu les vis niveau défense en transition, si les Lakers ont un plan de jeu un peu mieux dès le début de match, tu vois, envoyer Luka Doncic au poste bas ou ce genre de choses, ça peut être pas mal. Je suis pas trop, tu vois, je suis pas trop inquiet là-dessus. Parce que, ok, il y a un peu je vais pas dire un facteur surprise de ah tiens, des switches. Si moi, gros connard dans sa chambre, je pouvais le deviner, je pense que les mecs pouvaient le deviner aussi, quoi. Je pense il n'y a pas un effet de surprise si grand que ça, quoi, à mon avis. Mais par contre, il y a parfois un effet de variabilité, de variance en fait sur à quel point tu mets ces 1 contre 1. Et c'est exactement d'ailleurs la fin de saison, tu sais, où on avait le match contre les Warriors. Luka Doncic a rien mis, c'était la cata. 2 jours après, ils ont affronté OKC et là, c'était festival de Luka Doncic qui met le feu partout. Donc, je m'attends un peu à ça, quoi. Je pense que le switch fait du bien, le switch attire un peu les Lakers sur des actions moins rentables. Ok. Après, il faut pas oublier que parfois, LeBron peut te punir l'1 contre 1 beaucoup plus et surtout, Luka Doncic peut punir l'1 contre 1 beaucoup plus aussi. Donc, je suis pas encore inquiet, on va dire. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de surréactions quand il y a des aussi gros écarts en premier match. Alors pour le coup, Memphis, OKC, je pense pas que ce soit de la surréaction en termes de qui est la meilleure équipe des deux. Je pense que Minnesota Lakers, ce sera un peu plus serré et une série, c'est long. Donc bon, je suis pas trop inquiet. Mais par contre, il y a un truc là qui m'a sauté un peu aux yeux, c'est pas de lancer franc pour comment ça s'appelle, pour Minnesota. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi quand même à plutôt bien contenir entre guillemets le drive et au final ils sont pas mal reposés sur leur réussite à 3 points parce que je vois 4 sur 6 Randle, 3 sur 3 McDaniels. Enfin, il y a aussi il y a un vrai aspect de surchauffe aussi au-delà du fait que ils aient gagné avec la transition et qu'ils aient bien défendu. Je trouve qu'il y a l'air d'avoir quand même une certaine notion de surchauffe aussi de leur côté, quoi. Ouais, ils ont shooté à 50% à 3 points, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, Sur 44% Minnesota a mis ses 3 tir, points. Ouais. Donc, ça aide, on va dire. Ça aide. Ouais, 45% au tir et pas de lancer franc provoqué, tu vois, pour moi, ça en dit aussi pas mal sur leur spacing. Quand même. Exactement. Après, ils ont fait des choses bien, on va y arriver. Mais non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que s'il y a bien une des configurations où je suis quand même le moins inquiet sur un plus gros échantillon qu'un match, c'est peut-être Luka Doncic contre des switches. Tu vois, bon, après, il faut qu'il soit bien coaché. Mais j'ai beaucoup aimé le deuxième mi-temps qui était un match un peu différent, je trouve, en termes de play calling, et c'était beaucoup mieux. Mais voilà, non, mais c'est pour ça que je te parlais de la transition. Tu vois, tu parles du surchauffe à 3 points, tu parles de peu de lancers francs, mais on peut rajouter aussi beaucoup de points en transition. Encore une fois, c'est de la marge, quoi. C'est des points à la marge que peut-être tu n'auras pas toujours cette marge. Donc ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi j'avais lu sur le chat, les Wolves ont eu un peu trop de corner 3 aussi. Oui, effectivement, on va passer de l'autre côté du terrain. Non, juste pour montrer aussi, j'en ai retrouvé une. Les Lakers ils ont fait un pile switch, vous allez voir sur les switches, c'est-à-dire qu'on demande à Gobert de rester haut. Donc là, je crois qu'en plus, ça vient un peu la transition, mais bref. Donc Gobert est sur Doncic, ok. Gobert, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit tu presses haut, tu presses très haut pour pas que tu te prennes un pull-up à 3 points, un step back sur la tête, ok. Et c'est pas grave si tu te fais dépasser. Mais pourquoi c'est pas grave ? Parce que en fait, on a quelqu'un, McDaniels, qui est derrière, là en l'occurrence. Et McDaniels, qu'est-ce qu'il fait ? Il va venir réceptionner notre ami Doncic. Voilà. Donc, en fait, Doncic peut dépasser Gobert parce que Gobert presse très haut et donc il est moins mobile, il se fait dépasser. Ok. Mais c'est pas grave parce que Doncic, quand il arrive là, ah mince, j'ai encore quelqu'un devant. Il y a McDaniels qui surgit un peu de nulle part. Et au final, c'est McDaniels qui prend la responsabilité et qui reprend Doncic et Gobert qui s'en va, qui revient ailleurs, quoi, tu vois. Et ça, alors j'en ai trouvé un. En l'occurrence, je crois qu'il met le tir. Voilà. Et il a été plutôt pas mal là-dessus. Mais ça m'intrigue pas mal ce schéma parce qu'ils l'ont fait tout le match de demander à Gobert de presser haut, quitte à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne récupérer ensuite Doncic quand il dépasse Gobert, quoi. Donc ça m'intrigue ce côté aussi polyvalence défensive des Wolves, qui est quand même pas mal du tout. Donc voici, je pense que bon bref, Austin Reeves aussi face au switch est un peu moins bon que Doncic ou LeBron évidemment. On verra ça. Juste pour dire alors en 2 mots. J'ai beaucoup aimé le match au-delà de la surchauffe à 3 points, au-delà de, comme tu dis, alors la transition aussi. Mais ils ont fait un truc qui était bien, qui était très bien, c'est d'aller cibler sur des switches eux-mêmes, les Wolves, parce que les Lakers eux-mêmes font des switches, et un switch all en l'occurrence. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? Juste on fait 2-3 actions, on fait
parfois on peut appeler ça des pré-actions, quoi. Juste avant la vraie action que tu veux, c'est genre un post-up, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais un écran ici, un écran ici, juste pour te retrouver avec le bon mec au bon endroit. Et donc en l'occurrence, c'était par exemple Austin Reeves qui se retrouve sur le Randle, quoi. Parce que tu as fait un écran ici, et le troisième écran de l'action, c'est Randle qui pose un écran qui récupère Austin Reeves et qui ensuite peut aller l'attaquer en 1 contre 1. Donc voilà, ça c'était cool. Je vais pas trop développer, mais ils l'ont fait quand même tout le match. Donc voici. Qu'est-ce que j'arrive pas à retrouver les highlights. Tant pis. Tant pis. Ils ont disparu. C'est pas très grave, non? Bon, oui, non, je pense qu'on a fait un beau petit tour. Là, c'est quand le match 2? C'est après-demain? Ouais, c'est après-demain. C'est pour ça que je m'étais dit peut-être. Ok. Même pas obligé de le faire de suite, mais je veux quand même en trouver un. Bon, bref, c'est pas très grave. Mais ouais, après, tu vois, la question du spacing reste un peu entière, hein, pour le coup, côté Wolves. Parce que Edwards a fait son match, Edwards shot-making, il a mis des pull-ups, etc. Mais il peut pas tout le temps aller au panier, quoi. Parce qu'il y a du monde devant lui. Quand il a un switch lui-même, tu vois, il obtient Austin Reeves. Bon, les Lakers, ils le laissent pas 1 contre 1. Ils viennent surcharger le terrain autour. Donc ouais, c'est pas si facile que ça, je trouve, vraiment de générer des bons tirs. Là, on est aussi tombé sur Randle a mis ses tirs, Nasrid a mis ses tirs, Nasrid qui a été très bon d'ailleurs, 8 sur 12, 23 points, il a été bon aussi en défense. Bref, tout s'est bien goupillé, j'ai hâte de voir le match 2, on va dire. Mais je suis content de voir que les Wolves gagnent et reçoivent un peu d'amour parce que je les trouve un peu sous-estimés, moi, personnellement. Mais bon. Il y a une question dans le chat, c'est Kuminga qui n'a pas joué pour les Warriors. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu le truc depuis quelques matchs, non? Il me semble. Il est hors de la rotation. Il n'était pas dans le play-in non plus, je crois. Je sais pas. Je pense que vu que la défense des Rockets c'est quand même top, t'as pas de marge de manœuvre, quoi. Il a pas joué depuis le 11 avril, ouais, en effet. Et on est le 21. T'as peut-être pas de marge de manœuvre et peut-être que Gary Payton donne une meilleure satisfaction en termes de défense de points d'attaque, etc. Je ne sais pas. Bref, je sais pas si toi t'as une réponse, hein, Azad, vas-y. Non, moi je sais pas, je sais pas pourquoi entre guillemets, je suis pas allé lire ou me renseigner plus que ça, mais ça me paraît pas complètement illogique du vu de ses performances, quoi. Ok, on n'a pas de jeu pour finir. T'es déçu ou pas? Non, ça va. Je m'en remettrai, tu vois. Là, je vais retourner à faire de la sieste, je pense. Est-ce que vous imaginez le Magic devenir le Houston de l'Est? J'espère surtout voir Houston devenir c'est quoi le modèle d'équipe avec une défense d'élite et qui obtient une superstar qui met les 1 contre 1. Mais voilà, je préfère que Houston monte en gamme plutôt. On va le dire comme ça. Bref, on va s'arrêter là. Merci Azad d'être passé. Avec grand plaisir. Merci à tous dans le chat qui étaient très actifs. Alors malheureusement, j'ai peut-être pas assez lu. Je m'en excuse. J'essaierai de faire mieux demain. On se dit à demain. Je ne sais pas quelle heure, peut-être midi, peut-être le soir, on verra. À très bientôt. Merci Azad. Ciao. Ciao.